Mais je suis un peu curieux. Parce que pour le coup, la table, je pense qu'il faut vraiment parler. Et je suis curieux de voir ce que Joël va dire. Et bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième émission de l'équipe e-sport en direct de l'e-spot dans le cadre des CIC eSport Days. On a attendu la fin du match de la Karmine Corp contre Gentlemates pour lancer... Quel était le résultat? Tu connais. Ça commence bien, ça. Je crois que nous avons gagné. Je t'ai appris le résultat de ton équipe puisque tu ne daignais pas regarder le match. Aïe, aïe, Pas de réseau. C'est ça. Non, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette deuxième émission. Ils ont pas tenu longtemps. Une deuxième émission. Attends, j'avoue, ils auraient fait comment si ça va en 5 games? Qu'il y a le 1v1, etc. En LFL, ça prend du temps. Hein. C'est long de fou. Hein. Si ça va en 5 games, etc. Bon. Peut-être un peu moins. Ils auraient pas entendu, peut-être, ouais. Clivant. Enfin, ce sera peut-être un peu moins agité que la première pour ceux qui étaient là. Ah, il n'y a pas Xavier. Ça avait été assez agité, je pense que c'est le mot, mais c'était voulu. Les clubs d'e-sport savent-ils où ils vont? Derrière ce thème, ce qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on fait vivre et comment est-ce qu'on fait évoluer un club d'e-sport en 2025 et dans le futur. La line-up a en partie changé. Il y en a 2 qui étaient là la dernière fois. Il y a 2 petits nouveaux. On va commencer avec les nouveaux. Avec d'abord Joël, CEO, directeur général, fondateur le boss de BMS. Bienvenue à toi. Tu as dit que tu voulais venir représenter les petits. Oui, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de nos difficultés. Là, on a des grands CEO qui pourront montrer l'exemple. Voilà. Je vous tire un peu avant de commencer. Et je crois qu'elle va être bien, Joël. CEO, pareil, de G2 eSport. Bienvenue à toi. C'est une première dans l'émission. Ouais, merci beaucoup. Avec grand plaisir. J'ai reçu tout le brief de Xavier sur comment interrompre Nico, être de mauvaise foi, critiquer les médias, Riot. Enfin, j'ai tout le brief. Donc je suis prêt. Ouais, ok, très bien. Tu as appris à bonne école, quelqu'un qui connaît les rouages de cette émission. Normalement, Alban, c'est un peu un goût. Normalement, il est chaud. Il a presque son rond de serviette. C'est Nicolas Morer, CEO de Vitality, cofondateur également. Bienvenue à toi, re-bienvenue. Ça va? Très bien, merci. Et toi? Tout roule en ce moment, non? Enfin, pas sur LoL, mais... Je commence direct là-dessus. Un petit sourire, regarde-le ce chien. Regarde-le à côté. Le pas sur là, le grand sourire. Petit regard. Bon, après, sur CS, c'est les gouttes. Non, tout va très bien. C'est pas le sujet du... Surtout sur CS, là, c'est mythique. Maintenant, il faut aller chercher ce major pour écrire cette belle histoire, quoi. Mais c'est magnifique. Pour le coup, Vita CS, c'est quelque chose. Et le 4e, vous le connaissez aussi. Board member, membre du board, conseiller spécial du président, animateur de Touche pas à mon e-sport également, multicasquette, Arthur Perticos, bienvenue. Bonjour à tous et bonjour surtout à tous ceux qui sont en finale de LFL dans le chat. J'essaie de faire le streamer maintenant, mais en tout cas... Oh putain. Attends, faut pas que je sois trop méchant parce que moi je suis une merde en émission. Très bien, cette émission se lance sur les meilleurs auspices. Donc on va donc parler d'économie de club. On en a déjà un petit peu parlé la dernière fois. On va parler beaucoup de d'où va l'e-sport, c'est quoi l'émission? C'est l'émission de ce mec là, qui est Orelsan. Et c'est l'équipe sport, etc. Et il parle souvent de trucs. Pour le coup, je vous invite à suivre. C'était mercredi ou jeudi soir. Moi, j'ai pas pu voir parce que j'étais pas là. Mais du coup, j'allais regarder de toute façon en off-stream 100%. J'ai tout regardé et franchement, c'est pas mal à chaque fois. 2025. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé un peu de ça il y a 4 ans. Les choses ont beaucoup changé. Il y a 4 ans, on avait notamment eu autour de la table au moment où la Karmine venait de se former. Les choses ont beaucoup évolué pour tout le monde. Mais j'aimerais bien, c'est lui-même. D'abord pour poser le contexte, partir de dans le chat. Voilà, d'une chose. Ça fait quelques années. Je l'ai en DM il y a même pas 10 heures pour justement faire ça. On a vu des clubs disparaître, des clubs avoir d'énormes difficultés à rester en vie. Il y a des gros points d'interrogation encore aujourd'hui sur certains clubs. J'ai envie de vous poser la question, de lancer un peu la question un peu dans l'air comme ça. Mais ça va être intéressant. Est-ce qu'on en est sorti normalement ça devrait être constructif de cet hiver de l'e-sport? Est-ce qu'on est au printemps de l'e-sport ou pas mal. C'est toujours un peu frais. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Moi, je pense que les grosses teams, pour l'instant, ça va pas trop mal pour eux. Par exemple, la KC, les résultats, la visibilité. Le sens passé fort. Vitality aussi, avec les résultats sur CS. Donc, tu as beaucoup plus de visibilité qui peuvent te ramener potentiellement, et de toute façon, ils le diront après, mais qui te ramènent des sponsors, potentiellement des investisseurs, là où les équipes un peu plus dans l'ombre ont plus de difficultés. J'ai discuté avec pas mal de CEO qui me disaient qu'ils avaient des difficultés à avoir des sponsors, des financements, ne pouvaient pas garder leurs meilleurs joueurs. Donc, ça dépend un peu pour qui. Ton cas, toi en particulier, BMS aujourd'hui, c'est...
Nous, c'est un peu l'hiver. C'est un peu l'hiver, ça dépend. Dieu merci, on n'est pas sur des T1 qui nous feraient dépenser énormément d'argent. On est sur des jeux de combat où l'investissement est beaucoup moindre et avec un sponsor qui te donne une somme assez honnête, tu peux quand même tenir sur une saison. Et donc, du coup, pour les gros, comme m'a dit Joël, est-ce que c'est... On va faire par ordre de taille. Et donc, je vais prendre la suite de Joël et puis je laisserai mes deux amis débattre de savoir. Parce que je savais pas trop. Voilà, je ne sais pas qui est ensuite parmi les géants. Je dirais qu'on a retiré l'écharpe, mais la doudoune est toujours là. Ouais. Donc, il fait plus -20, mais il fait -10, quoi. C'est quand même, je pense, difficile pour la majeure partie des clubs malgré tout. Évidemment, on a en France un écosystème qui cache un petit peu les difficultés, je pense, de l'ensemble de l'e-sport au global, parce que les clubs français sont extrêmement puissants et intègrent tout le monde pour le coup, parce qu'il y a aussi des clubs comme BMS ou comme Solari qui gagnent sur des jeux qui sont peut-être moins médiatiques, mais qui gagnent malgré tout. Collectivement, on gagne beaucoup de choses, et donc je pense que ça facilite. La France est probablement dans le prime de son économie sur l'e-sport, mais malgré tout, je pense que c'est très difficile. En tout cas, nous, à la Carmine, on compte toujours. Et je pense que grandir et rattraper nos amis de G2 et Vitality fait qu'on est toujours en danger. En tout cas, je dirais que l'e-sport va mieux qu'il y a peut-être 18 mois. Intéressant. Mais c'est quand même moins bien qu'il y a 4 ans. Mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes acolytes. Quand on parle de difficultés, justement, de quoi on parle? Je ne sais pas, Nicolas, Alban je vais juste faire peut-être un commentaire en plus, c'est de se dire que l'eSports Winter a, d'une certaine manière, pulvérisé pas mal de clubs qui n'avaient pas su trouver des bases ou des modèles ou des structures assez solides. Et donc, alors évidemment, ça fait plein d'histoires malheureuses, mais il y a aussi d'une certaine manière un assainissement de l'écosystème où ceux qui n'ont pas essayé de bâtir, et c'est pas du tout, je ne m'érige pas en donneur de leçons là-dessus, mais en tout cas ceux qui n'ont pas réussi à bâtir quelque chose de robuste, de structurellement fonctionnel, et je ne dis pas qu'on en est là, je vais y revenir, mais en tout cas qu'on est bien dans cette direction. Ceux qui n'ont pas réussi à construire ça sont plus là ou sont dans une grande difficulté. Et finalement, ceux qui restent, c'est ceux qui sont en position de réussir à se sortir de cette période-là. Mais oui, je dirais comme mes confrères que c'est pas terminé. Et quelles sont les difficultés? Il y en a plusieurs. Il y a l'accès au financement de manière générale, ça c'est inexistant pour la plupart des clubs. Ce qui revient au point précédent, tout le monde a dû trouver sa solution ou ses modèles pour arriver à aller vers la profitabilité. Néanmoins, il y a peut-être des exceptions, Alban le dit souvent pour G2, mais globalement, la plupart des clubs n'ont quand même pas complètement trouvé la formule structurellement année après année. Donc il y a encore des choses à bâtir, des modèles à trouver, des nouvelles verticales à développer. Donc on n'y est pas du tout encore, de manière générale pour l'écosystème. G2 a trouvé la formule? Non. J'aimerais bien. Ouais. Non, moi déjà, quand on parle de eSports Winter, c'est toujours de quoi on parle, quoi. Ouais. Pour moi, c'est avant tout une surchauffe qui a eu lieu autour, juste avant et pendant le Covid, où on a eu des audiences, des expectations, des attentes de nos partenaires et des investisseurs qui ont explosé pour suivre la croissance qui se présentait à nous. Et en fait, à la fin du Covid, on n'a pas délivré sur ces attentes. Ouais. Comme industrie, on n'a pas réussi à atteindre les croissances de nombre de vues, on n'a pas réussi parfois à délivrer les attentes de nos investisseurs. Et je pense que c'est ça qui a créé en fait un effet de rafraîchissement, si on prend l'image, où en fait tout s'est arrêté en même temps. Donc moi je pense que c'est une période aussi où les coûts qui avaient explosé sur des choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour le show qu'on essaie de créer pour les fans, c'est-à-dire des coûts de production exorbitants, un nombre d'événements peut-être surdimensionnés, des salaires et des prize money peut-être trop élevés. Tout ça, si on peut l'aligner avec ce qu'on est capable de générer dans l'économie réelle de notre industrie, je pense que c'est positif. Je pense que le nombre d'équipes, évidemment c'est horrible s'il y a des équipes qui disparaissent, mais je pense qu'on était aussi dans un marché où il y avait un peu trop d'équipes pour ce qu'on était capable de générer. Et on voit qu'aujourd'hui... Intéressant de fou, hein. Ma vision personnelle, c'est que dans 5 à 10 ans, il y aura 5 à 10 équipes au niveau mondial. Ouais. Il y aura 5 à 10 équipes au niveau local pour les marchés majeurs. Les équipes majeures au niveau global sont présentes dans tous les jeux, auront une audience globale et vont capturer aussi les plus gros partenariats. Et au niveau local, probablement autour d'influenceurs, spécialisés parfois sur un jeu, il y aura des boutiques qui seront aussi assez rentables et stables. Tout ce qui est un peu au milieu, c'est-à-dire qu'on est à moitié entre l'international et le local, on essaie d'être compétiteur au niveau global, mais on a les ressources d'un pays, ça va être compliqué. Ouais, et puis là-dessus, je suis assez d'accord, c'est qu'on parle d'e-sport winter comme si c'était quelque chose d'horrible. Si on prend une vision globale
pour l'écosystème, c'est une très bonne chose. Smart, Alban. C'est-à-dire que cette surchauffe, elle a permis de se poser les bonnes questions. Une purge un peu quelque part nécessaire. Je dirais pas ça parce que ce serait un peu dur pour les clubs qui souffrent et qui ont disparu. Mais je dirais que, en tout cas, ça mène l'écosystème vers quelque chose de sain, de beaucoup plus résilient et de beaucoup plus adapté à ce qu'il faut pour qu'on soit un écosystème robuste. Au bout d'un moment, il y a Chaque équipe a son histoire, parce que des bonnes équipes avec des bonnes équipes de management ont disparu parce qu'elles attendaient pour lever des fonds et puis elles se sont fait couper l'herbe sous le pied. Là où certaines équipes qui ont levé juste avant ont levé des montants incroyables, ça leur a permis de passer au travers de l'hiver. Donc je pense qu'il y a parfois la faute à pas de chance et au timing, mais c'est une réalité que je pense que le nombre d'équipes d'un écosystème, il n'est pas autour de 300 équipes comme on avait sur League of Legends il y a quelques années. Ouais, mais ce que tu dis, et je pense que l'exemple le plus criant, c'est le salary cap. Il se coupe pas trop la parole et tout, il se parle bien. C'est étrange dans cette émission. Ça change. Le SFR, voilà. Ça ne serait jamais arrivé après eSports Winter. Et je me souviens qu'on se tapait un peu la tête contre les murs quand on entendait notamment les propriétaires américains de clubs ne pas comprendre l'intérêt, ce qui est assez ironique puisque c'est un concept qui est plutôt qui marche en Amérique. J'attends. En fait, le problème du React, c'est que j'ai pas le temps de réagir parce que je les écoute. Et si je parle par-dessus, vous allez m'insulter ma mère. Parce que le problème, c'est que je suis pas aussi intéressant que Arthur, je suis pas aussi intéressant que Nicolas, je suis pas aussi intéressant que Alban et je suis pas aussi intéressant que Joël. Du coup, si je parle, bah, c'est dur d'en placer une. Vous voyez ce que je veux dire? À part placer, dis bien, my CEO. Pas en vrai. Ouais, je vous laisse devant, je vais faire une sieste et on se retrouve pour le jet de Fnatic ou quoi? Paul, ouais, non, mais Paul, il donne la parole, t'as vu, tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, il donne la parole, tu vois. Il est de fou. Vas-y. Allez vous faire foutre. Et si vous voulez, le jeu de Fnatic, tant qu'on y est, je le caste pas, je laisse ma chaîne, j'invite un mec sur Discord et voilà, quoi. Écoute, autant faire les choses bien. Bah, je demande à Sakan, je demande à mon ami. Je demande à mon ami de longue date. Putain, c'est dans à peine 2 heures, putain. C'est bon pas? Attends, les pubs c'est bon pas? Parce qu'on rigole, mais les pubs c'est bon pas? Surtout longtemps que je suis pas venu, tu devais pas recevoir un maillot G2 noir. Singe. On s'est pas compris. Singe. Après moi c'est parce que je suis international. Et c'est le maillot international de G2. Et moi je suis un peu un mec international, tu vois. Donc je comprends, ouais. Allez, on est reparti. C'est bon les pubs? Je pense que c'est bon, je pense. En Amérique du Nord, mais c'était vraiment une époque, c'était pas du tout le commencement. Merci à Cédar pour le Prime, merci beaucoup. D'un sujet, de se poser ces questions-là. Et en fait, ces événements et la tendance de l'e-sport nous ont forcé à nous poser pas mal de questions qui bâtissent l'e-sport pérenne de demain. Donc c'est là où ça a beaucoup d'effets vertueux, même si l'industrie passe par une phase compliquée. Et je pense que ces problèmes de financement, c'est aussi dû au fait que pas mal d'équipes avant le confinement ont pas mal gonflé leurs stats, Twitch, Twitter, Instagram, pour avoir des financements, des sponsors. Et rapidement, ces mêmes investisseurs se sont rendus compte que en fait, c'était pas viable, c'était pas possible d'avoir ces stats. Et ça a fait fuir pas mal de grandes marques de vouloir mettre de l'argent dans les sports. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et certains ont beaucoup joué sur le gonflement des stats pendant le confinement, en vendant des stats, en leur disant que vous inquiétez pas, dans 4-5 ans, il va se passer ci, il va se passer ça. Et au final, rien ne s'est passé. Et maintenant, quand par exemple on va démarcher des marques, t'en as qui disent oui, mais on a déjà bossé avec telle marque, ça c'est pas avec telle équipe, ça s'est pas très bien passé. Donc on a eu aussi ça de négatif. C'est quoi? C'est un excès d'optimisme ou c'est du mensonge pur et dur? Je pense. Moi je dirais que ça arrive dans toutes les industries. Après, c'est vrai qu'on en a tous souffert quand on voit des clubs qui étaient là de manière éphémère, surpromettre, survendre et faire fuir in fine des partenaires. C'est problématique pour l'industrie. Donc on essaie des acteurs responsables et justement de délivrer les promesses qu'on donne, etc. Après, voilà, ça existe dans toutes les industries. C'est pas que ça le sujet, parce que dans d'autres industries, il y a ça, mais finalement, si ceux qui investissent, ceux qui sponsorisent retrouvent quand même en majeure partie la valeur par rapport aux attentes qui sont là, ça marche. C'est que l'e-sport, plus structurellement, n'a pas vraiment réussi à délivrer assez sur les attentes. C'est haut de ça va pour moi. Il y a bien pire que Vita dans ce dont je suis en train de parler, mais mini CC, mais vraiment mini. Moi, au-delà de gens qui ont promis, parce que ça existe partout. Il y a aussi le...
Non, mais pour reprendre ta question, moi j'ai l'impression que sur la partie sponsoring, il y a un vrai retour. Je ne parle pas des endémiques qui ne sont jamais partis, hein, mais je parle de marques qui peut-être sont un peu plus stratégiques qu'avant. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de campagnes d'1 an, on essayait de pérenniser. Où là aujourd'hui, on a un temps de discussion qui est plus long, mais quand ils s'engagent plutôt sur le long terme. Sur le sponsoring, on voit un vrai retour aussi des marques non endémiques. Sur le financement, alors nous on a la chance de faire une levée de fonds en fin d'année dernière, mais c'est assez rare et c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui d'expliquer notre modèle à des investisseurs qui ont peur de ce qu'ils ont vu auparavant. Et donc je pense qu'il faut s'armer de patience, démontrer une capacité à délivrer d'année en année, nous sur 4 ans, des chiffres positifs, pour montrer qu'il y a un vrai modèle possible dans l'e-sport. On paye aussi le prix. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui aiment bien le E-word, donc le mot de l'incompétence. Il y a quand même un certain degré d'amateurisme et d'incompétence dans le monde de l'e-sport. C'est pas tout le monde, hein, bien sûr. Il y a des gens extrêmement doués, extrêmement talentueux, mais on est parti de quelque chose qui était très amateur, très associatif, très passion. Et en fait, la montée en compétence ne s'est pas fait au tempo des levées de fonds et des promesses. C'est sûr, ça. Le problème de ça, c'est que sur la route, il y a beaucoup de gens qui ont observé tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu des promesses, des engagements, et que derrière, on paye les pots cassés. Ça arrivait à tout le monde de faire des réunions avec des sponsors qui disent bah justement, moi j'ai testé votre truc l'e-sport, bah ça a foiré. Ou des investisseurs qui disent bah moi j'ai déjà perdu 3 millions avec Bidule, donc t'es bien gentil, mais je vais pas te filer 300 000. Et ça, c'est un problème, mais il faudra du temps. Et je pense que le temps va permettre, en montrant que justement que les statistiques sont solides, qu'on est robuste et qu'on simplement, si ce qu'on a dit en 2022 se révèle en 2024, c'est plus simple d'avoir des discussions en 2025 avec ces gens-ci en disant regardez, on ne vous a pas menti. Donc c'est là où moi je pense que c'est très très sain ce qui s'est passé. Maintenant attention, il y a beaucoup de clubs qui sont en danger, il y a beaucoup de colosses au pied d'argile, et même très honnêtement, j'ai pas peur de dire que je considérais la Carmine Corp comme une boîte robuste le jour où on aura réglé la problématique du paiement de la LEC par exemple. Voilà. Faut être honnête là-dessus. Parce que on est dans la transparence et on sait qu'on a ça face à nous. J'avais posé la question, mais vas-y. Moi, juste pour rebondir là-dessus, à titre personnel, et je pense que c'est partagé par beaucoup des acteurs de l'industrie, si tu te projettes sur le temps long de la valeur de l'e-sport et de la croyance des fondamentaux de l'e-sport dans X années à moyen terme, j'ai personnellement aucun doute sur le fait que c'est un écosystème qui passionne et qui va passionner encore plus de monde, qui va se monétiser de mieux en mieux. Voilà. En fait, ça, c'est assez peu une question. Enfin, peut-être qu'il y en a qui se la posent, mais dans ce cas, pourquoi ils font ça tous les jours? Donc, je pense que la plupart des gens qui travaillent dans cette industrie croient ça. Mais en fait, c'est une question très théorique puisqu'il faut toujours être là quand ça se matérialise. Et c'est en fait, ça, c'est le seul enjeu. C'est comment on passe les X années à venir qui sont compliquées, plus ou moins selon les clubs et leurs structures. Et c'est clairement une question. Et la question de long terme et de fond, pour moi, elle n'existe quasiment pas. Il y a tu parlais un peu de mise en danger. En gros, il est convaincu que l'e-sport, à terme, ça va générer de l'argent. Il faut juste arriver au moment où ce sera à terme, où ça va générer de l'argent. C'est simple. Finalement, quelque part. Joël, par exemple, toi, dans ton cas, ce contexte-là, tu as l'impression qu'il a un peu empêché BMS de se développer à certains moments où vous avez vous êtes plutôt dit bon attends on y va doucement parce que là on a l'impression qu'on peut rentrer dans un système où tu parles mieux. Forcément. Quand j'entends des gens comme eux parler, forcément je parle mieux. Si je parle avec Arthur Perticos et tout, je vais bien parler. Si je parle avec Hiro, bref. Qui seront pas. On est content de l'arrivée des sponsors. Au niveau des sponsors, au niveau éventuellement des investisseurs, dans le développement de BMS, que tu as l'impression que ce contexte-là. Ça nous ralentit totalement. Par exemple, quand tu perds un joueur comme Raflo, l'un des meilleurs joueurs européens, parce que tu peux pas le payer. Quand tu perds un joueur comme Wawa, parce que tu peux pas le payer. Et c'est des joueurs que si tu avais gardé, qui allaient faire augmenter la valeur marchande de ton équipe, et que derrière tu peux pas, par exemple, je dis n'importe quoi, recruter le meilleur joueur sur Street Fighter, forcément c'est un frein. Et quand tu les libères, ton équipe perd en valeur. Et c'est compliqué derrière de dire à un sponsor, oui, donnez-moi tant, mais il me reste que tel joueur. Donc oui, forcément, on empathie de ce genre d'événement. Mais Alban disait juste avant que c'est un peu mieux au niveau du marché des sponsors. C'est un peu ça qui vous fait dire qu'on rentre pas encore au printemps, mais que... Je pense que déjà, il faut quand même recontextualiser. Alban a une entreprise qui par essence est internationale et donc a une vision qui est globalisée du monde du sponsoring. Je dirais que nous, Vitality, et sur les deux côtés, mais en tout cas tous les trois, on est malgré tout très marché local, même si je sais que Vitality s'étend très grandement. Sur le marché local français, il y a beaucoup de nouvelles marques
qui sont amenés par les créateurs de contenu, donc que ce soit Kameto, Prime, Gotaga, Squeezie, Joël, Shones, j'en passais des meilleurs, je vais pas citer tout le monde, ce qui a attiré des marques non endémiques très fortes, mais le gâteau augmente peu en termes de taille, alors que la concurrence n'a jamais été aussi féroce sur un territoire comme la France, où on est 65 millions d'habitants, la francophonie c'est 300 millions, mais on sait que Twitch et l'e-sport touchent un tout petit peu moins l'Afrique aujourd'hui, donc ça réduit exactement le scope. Donc j'ai l'impression que ça se passe et que ça évolue très très bien au niveau globalisé, mais tu me diras Alban si je me trompe dans cette analyse, mais au niveau local, c'est très variable selon les pays. Et je pense qu'il y a des pays où c'est morne même. Peut-être juste pour rebondir et revenir sur un point d'Alban, parce que je pense que c'est particulièrement criant dans le sponsoring, et c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'industries, dans le sport traditionnel aussi, c'est vraiment, c'est d'une certaine manière, la vie est assez simple quand tu es un très gros ou quand tu es un petit spécialiste, mais la phase du milieu n'existe pas, et dans le sponsoring, c'est clé, parce que un énorme sponsor qui va se dire j'investis fort sur une équipe, bah, il va en regarder 4-5 au mieux, qui vont se tirer la bourre. De temps en temps, ça va être un deal qui part chez G2, de temps en temps, ça part chez nous ou d'autres grosses équipes. Mais il y a quand même assez peu de candidats aujourd'hui, top équipe mondiale, qui sont sur tous les fronts. Donc voilà, mais quand tu es dans la zone intermédiaire, bah, en fait, il ne reste plus rien. En tout cas, il n'y a plus de deals de la bonne taille qui te permettent de grandir. Et il ne reste que les petits deals, entre guillemets, parce que les gros, tu ne peux pas les toucher. Donc c'est aussi une question de taille et de structure. Et le facteur clé de notre industrie, c'est qu'on avance les coûts. C'est-à-dire qu'on décide en, je sais pas pour vous, juillet, septembre, octobre, combien on va dépenser l'année d'après, avec le nombre de rosters, la qualité des rosters, les investissements dans les talents. Et on découvre au fur et à mesure de l'année à quel point ce pari a été audacieux ou pas. Alors il y a des facteurs clés de succès. Hein. Si tu performes comme Vitality sur CS, ça aide. Si tu réussis pas mal sur Valorant aux US, ça permet d'être beaucoup plus présent aux US qu'on l'a été auparavant. Mais la réalité, c'est que le risque, c'est toi qui le prends en avance. Et donc ça, c'est hyper important de... Ça aurait été tellement bien. Si tu performes comme Vitality sur CS, c'est top. Si tu performes comme Vitality sur League of Legends, c'est pas top. Fallait aller jusqu'au bout. En plus, il y avait le Vitality, c'était parfait. De doser ses investissements et de trouver des solutions. Sur ta question sur le global local, bon, nous, c'est vrai qu'on a fait un pari audacieux du début de l'histoire de G2. On n'est pas espagnol, on n'est pas allemand. Ouais, ils un je suis français, mais j'y passe pas beaucoup de temps. On est vraiment une équipe globale. Donc après, ça nous permet de mitiger le risque et de présenter une offre aux partenaires qui veulent s'exprimer au niveau global. Je pense que c'est plus compliqué d'être européen que d'être global. Et c'est plus compliqué d'être global que d'être local. En termes de discussion commerciale, nous, on essaie d'être un peu les deux, en ayant des partenaires globaux, notamment au niveau endémique et sur les catégories où on peut vraiment faire des choses au niveau global. Et puis dans certaines catégories où c'est plus spécifique, on essaye sur nos marchés clés. Alors pour nous, c'est les États-Unis, hein, c'est notre plus gros marché. Et puis peut-être à terme, on aura peut-être l'Allemagne ou d'autres marchés comme ça où on va se développer. Essayer d'avoir une sorte de double stratégie, globale et locale. Moi, j'avais une question par rapport au fait que tu disais que G2 était international. Est-ce que tu ne penses pas que il peut y avoir un contre-coup? Je vais donner un exemple. Par exemple, SK. SK, c'était une super équipe. Et quand ils ont arrêté d'avoir de bons résultats, déjà, il m'a comparé à SK. Ils n'avaient pas forcément une fanbase en Allemagne, ils n'avaient pas forcément une grosse fanbase en Angleterre, et du jour au lendemain, ils n'avaient plus rien. Tu ne penses pas qu'il y a un risque un jour, si G2 perfe beaucoup moins, de perdre pas si mal le fond de la question, une fanbase, une force de frappe sur les réseaux? Je vais le... Mais pas si mal. La première chose, c'est je pense que... Bonne question. Un club de sport, si ça ne gagne pas du tout, c'est un problème. Mais moi, je pense que si demain l'a cassé a de moins bons résultats, les fans cassés seront toujours là. Ouais. Vita, désolé, a eu des moins bons résultats sur des jeux comme League of Legends, mais ils sont toujours là. Alors, je pense que chaque équipe il va prendre tout le temps. Une stratégie différente pour se protéger contre ce risque. Je pense que chez nous, c'est clair que c'est le storytelling, les banters, le contenu. On a fait un choix délibéré sur cette approche-là. Mais les résultats, c'est important. Et donc, du coup, je ne pense pas que ça soit... Ce dont tu parles sur le national versus multinational, c'est une dimension pour moi qui est différente de la responsabilité d'un club de lutter pour gagner. Okay. Donc je pense que les deux sont importants. Moi je pense que ta question elle est plus sur quand tu es un club qui va d'abord se définir par la performance, là tu es beaucoup plus à risque qu'un sport qui a créé sa connexion autrement. Enfin, c'est peut-être ça. Et là, je sais que c'est un sujet... Alors en fait, il y a toujours un truc... Je suis obligé de le pointer du doigt. C'est que les clubs globaux, dont je vous mets tous les deux dedans, disent toujours, nous, on est un club sur la performance. Comme si on était nous, on est des clowns. Tu sais, on vient juste pour faire le spectacle, on allume la caméra, ding, 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 Kamel crie, et on fait le truc. Gagner. Voilà, non, mais c'est ça. Nous aussi, on est un club sur la performance. Par contre. Même Rogue a gagné.
Voilà, c'est vrai. Bon bien point. dit, Là, bien tu dit. touches une bête blessée quasiment morte, mais Bien dit. il y a quand même un point qui, Solide. je trouve, est intéressant dans ce que dit Joël, c'est que on a peu connu là dans les dernières années une équipe qui a cette communauté très forte, donc appelons ça une équipe de créateurs de contenu, qui devient une des meilleures d'un point de vue performance sur un certain nombre de jeux. Il est possible que le jour où ça arrive, on espère la Carmine Corp bien sûr, ça fasse très mal aux clubs qui sont que, si je puis dire, performance en termes de positionnement. Imaginons la Carmine, meilleure équipe d'Europe en LEC, meilleure équipe d'Europe sur Rocket League et une des 3 meilleures équipes d'Europe sur Valorant. Ça ferait très très mal aux clubs, peut-être pas vous, parce que vous avez d'autres espaces, mais il y a un certain nombre de clubs, notamment en LEC, qui sont toujours positionnés sur « nous c'est la perf » et qui gagnent rien. Natik. Je suis pas très d'accord. Mais pour une raison simple, c'est que je pense que tu manques un peu l'histoire de l'e-sport. Quand G2 s'est créé, le mec qui l'a créé, un des deux en tout cas, c'était le plus gros influenceur espagnol. Ouais. Quand ISM se crée, c'est le plus gros influenceur américain. Oui, mais la globalisation a fait perdre les fans. Donc au final... Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'influence, c'est un booster. Et nuance, pardon, mais est-ce qu'on peut estimer qu'à l'époque, Ocelot, pour le citer, était aussi gros que ce que Kamel était quand il a créé la K-Corp? Non, mais par exemple, Gotaga chez Vitality, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des clubs, parce que je connais malgré tout quand même un peu l'histoire, la plupart des clubs ont perdu leur fanbase en perdant leurs influenceurs ou leur influence, d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils sont partis, soit parce que c'était mieux qu'ils partent. Mais aujourd'hui, le mix, on est performance dans le discours. Et donc global, performant, etc. Et on a cette communauté fanbase à fond, plus ou moins localisée, mais en tout cas à fond. Il n'y a pas énormément de clubs qui ont ça. Je pense qu'il y en a un, c'est T1, qui est le meilleur exemple de cette combinaison des deux, même s'ils n'ont pas d'influenceurs. Le but, c'est pas forcément l'influence. C'est une communauté ultra active et ultra engagée. T1 a quand même une communauté ultra engagée et active. Et je pense que cette combinaison des deux, théoriquement, dans la théorie pure, est le meilleur club du monde. Oui. Après, il y a une nuance, mais vas-y. Je suis pas sûr de ça. Je pense qu'il y a plusieurs modèles. Je pense que quand tu es lié à un marché clé, c'est très différent quand tu cherches le global. Donc déjà, c'est difficile de comparer. Pas faux. L'équipe nationale de Corée, l'équipe nationale du Blue Wall, je pense que c'est une affiliation qui est très forte et qui est une force, mais aussi un frein pour d'autres choses. Donc je pense pas qu'il y ait de modèle parfait. Je pense qu'il y a des combinaisons qui marchent. Évidemment, Caster en est une. Par expérience, être très incarné par une personne, c'est aussi un risqué a priori. Voilà. Et donc je pense que dire que c'est le modèle idéal, oui, pour plein de dimensions. Pourquoi je me permets. Frein par exemple. Dans les sports, t'as des mecs qui aiment pas trop les Français. Carmine est très très français, tu vois. Très très Kameto français, etc. Du coup, t'as des gens qui vont jamais être fans parce que français, tu vois. Tout comme nous en France, tu peux avoir des petits trucs avec l'Espagne. Sous en e-sport, etc., tu vas pas être fan de Koi, tu vois ce que je veux dire? Ça peut arriver, en fait. Et comme Cassé est tellement big en France, ça peut freiner aussi d'autres fans, tu vois. Donc c'est de ça qu'il parle. C'est un boost, mais t'as toujours un petit truc, tu vois. Tu sais ce que je pense de Kamel. Sauf Draco, c'est vrai que Draco est fan de Koi. Sa conviction et sa passion, et que c'est un modèle qui se copie pas parce qu'il y a un Kamel qui peut offrir ça en temps d'émotion. Mais c'est aussi une fragilité. Si, et je parle pas de Kamel, quelqu'un est fatigué, burn-out, s'il y a des conflits de personnes, ça peut arriver. Mais tu ne penses pas qu'on peut lier communauté sans avoir l'incarnation? Parce que pour moi, il y a évidemment les clubs d'influence, tels qu'on en parle aujourd'hui, mais je trouve que T1, qui n'est pas incarné par une tête d'affiche, a quand même une communauté extrêmement large. Mais un petit peu incarné par une tête d'affiche historiquement. Sur, deux même, j'allais te dire, moi j'ai... Enfin, oui, Faker, mais même avant ça. Non, mais même avant ça, il y avait Boxer. Lui, il a rempli ce rôle pour T1. Non, mais attends, donc vous pensez que si Faker part, T1 perd beaucoup de sa communauté, vous pensez? Oui. Alors oui, mais t'as raison que maintenant T1 a dépassé parce que... Moi, je pense qu'ils ont dépassé rien du tout. Moi, je pense, il y a Faker qui se barre, T1 c'est la merde, je le dis. Bon, 100%. 100%. T1, Faker se barre et T1 ne gagne plus, je pense que c'est la merde. Si Faker se barre et qu'il le remplace par un giga joueur, un mec de fou, qu'il y a toujours les Keria, qu'il y a toujours les Honor, etc., ça ira. Mais si T1 se barre, enfin si Faker se barre, que T1 commence à plus perf, qu'ils perdent les joueurs qu'ils ont à TM, il peut avoir un truc de merde. Ça peut arriver. Ce qu'ils ont fou. Mais bro, c'est sûr. Ce que je te viens de te dire, c'est sûr. Par contre, si genre il part, que c'est un autre comédien qui remplace, que l'équipe autour reste pareil, que Zeus revient, des trucs dans le style, ils seront toujours big parce qu'ils vont remplacer la tête d'affiche. Mais si Faker part, qu'ils n'arrivent plus à gagner, que Keria commence à se barrer, que Honor se barre et tout, c'est la merde. Factuellement, tu vois.
gagnant année après année, ça crée un attachement à l'équipe au-delà de Faker, mais il a joué un rôle majeur là-dedans. Donc on peut un peu le ranger dans une case influenceur ou moteur catalyste. T1 est quand même big, ce sera pas fini, mais ils sont quand même dans une autre dimension avant même Faker, à l'époque de StarCraft avec Boxer. Et on est sur de la performance, oui, mais on est sur quasiment un influenceur que le T1 d'aujourd'hui. Non, mais Faker pour rester dans T1 aussi. T1 devient le plus gros club d'e-sport au monde parce qu'il y avait peu d'autres comparaisons en dehors de Corée, grâce à la présence de Boxer à l'intérieur de... L'incarnation est un booster qui permet d'avoir une communauté très engagée. Mais l'objectif, in fine, c'est de conserver la communauté et qu'elle soit très attachée au club. Derrière, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus on grandit, plus c'est difficile de garder l'engagement communautaire, probablement pour des problèmes d'incarnation, mais peut-être pas à 100%, et que dans un monde idéal, il faudrait avoir la puissance communautaire d'un T1, d'un Karmine, d'un Gentlemates, j'en passe et des meilleurs, et les extraordinaires performances sportives d'un G2, d'un Vitality sur CS, etc. La combinaison des deux, théoriquement, est quand même le club le plus puissant du monde. Mais tu peux pas maintenir les deux. Qu'est-ce que tu dis à part dire si tu coches toutes les cases, t'es le meilleur? C'est que je pense que ça relève un petit peu de la tautologie ou de l'évidence. Tu as tout à fait raison. Tu marques un point. Il y a plein de choses qui ont émergé là. Je t'accorde, my président. Alors oui, il y a une très bonne ref ici. Non, mais alors, je vais revenir d'abord sur il y a plusieurs choses qui ont été dites et Joël, tu as lancé un sujet qui est hyper intéressant, qui est le sujet de l'ancrage national, local ou international. Et aujourd'hui, on en a déjà un petit peu parlé, mais pour basculer tout de suite vers dans quelle direction vont les clubs d'e-sport. Aujourd'hui, je vais poser la question d'abord à G2 et Vitality, est-ce que vous êtes plutôt dans une réflexion de revenir à un ancrage national ou local, ou vous restez très serein sur votre modèle international? Je vais te donner un exemple, Alban, et c'est peut-être à toi qu'il faut que je lance dans un premier temps. Alors non, mais G2 va dans la Kings League qui est en Allemagne avec des influenceurs allemands, par exemple. On a l'impression que vous vous redirigez vers l'Allemagne un petit peu dans ce sens-là, ou? Alors, oui, on réfléchit, mais en multilocal. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'ambition d'être allemand. On veut rester EU supérieur to NA sur League of Legends et NA supérieur to EMEA en Valorant. Et ça, c'est un truc assez unique qu'on a réussi à structurer. Ça a commencé avec Rocket League. Maintenant, on l'a perdu avec Valorant. On est, en fonction des communautés et des jeux, des deux côtés de l'Atlantique. On a la chance de le cinquième slot de la LPL quand on va aux Worlds. Donc, on a créé ce rapport aux différentes communautés qui est assez unique pour G2. Maintenant, on s'interdit rien. Et c'est vrai qu'il y a pour moi, il y a des communautés, il y a des territoires, il y a des jeux où on a des opportunités. Concrètement, l'Allemagne et les États-Unis, c'est deux marchés sur lesquels on pense qu'il y a plus de place peut-être qu'en France et plus de légitimité et d'opportunités pour nous d'accélérer. Et on ne s'interdit pas de recreuser des sillons locaux, même si tu verras que Kings League, on va faire beaucoup plus en anglais pour le début de la saison que ce qu'on a fait là, parce qu'on était en 2 semaines, on a commencé avec l'allemand. Nous, on a toujours eu un positionnement qui n'est pas facile à tenir, c'est d'essayer d'être français, assumé, fier d'être un club français qui peut gagner à l'international et un club global. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot, mais en tout cas avec cette ambition-là, d'avoir des joueurs de toutes les nationalités, des fans qui nous suivent partout. Oui, bon, ils n'ont pas fait beaucoup de tout en français. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait beaucoup de tout en français. Parce qu'on te dit toujours à l'Inter, t'es trop français. On en parlait avant l'émission sur le sponsoring pendant pas mal d'années. Tu avais l'impression d'être vraiment le cul entre deux chaises, où on te disait t'es trop français à l'Inter. En France, on dit mais pourquoi je paye pour parce qu'ils cherchent leur modèle comme G2. La moitié de tes assets qui sont internationaux, qui rayonnent pas sur le marché français, donc c'est assez compliqué. Mais à la fois, ça peut aussi parfois cocher toutes les cases. On peut signer des deals français, avoir une fanbase, nos Golden Hornets, des fans hyper engagés autour de, par exemple, Rocket League en France, et à la fois aller signer des deals massifs et d'avoir des fans qui suivent partout dans le monde grâce à Counter-Strike, par exemple. On voit que un de nos marchés qui achète le plus de maillots, c'est les États-Unis, alors que nous, on n'a pas de présence locale. Enfin, on a TFT maintenant, mais on n'a pas d'équipe à demeure qui sont établies depuis longtemps. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Donc on essaye de tenir les deux lignes en rajoutant maintenant en plus des développements locaux avec des stratégies locales comme on a pu faire en Inde et comme on va commencer à faire en Indonésie. Donc c'est un peu dur parce que déjà tu mets ton énergie, ton focus un petit peu partout, il faut arriver à gérer, donc c'est un challenge. Mais si ça marche, si on y arrive, on se dit qu'on peut arriver à gagner entre guillemets sur tous les tableaux. Donc c'est un peu l'idée de continuer à essayer de tout réussir, ou en tout cas se donner ce challenge-là, quoi.
Joël, c'est toi qui as posé la question tout à l'heure sur l'internationalisation ou le Twitter est mort, ouais. Je suis curieux d'avoir ton avis justement toi là-dessus, parce que il y avait un peu derrière un peu ce truc. Fnatic, c'est de la merde. J'ai pas dit que Fnatic c'est de la merde. Alban, il commence à mentir. Moi, j'ai dit que Fnatic avait une position assez hybride et pour moi, sur le long terme, c'est quelque chose qui va vraiment les handicaper. Ne pas être anglais, français, espagnol, c'est un truc qui va les perdre sur le long terme parce que de plus en plus, on a des équipes d'influenceurs. On sait que le pool de supporters, de fans, il n'est pas énorme. Et les supporters sont déjà des chasses gardées de certaines équipes. Par exemple, en LFL, majoritairement, les gens étaient fans de Vitality, Solari, surtout Cassé. Là où je trouve que c'est un vrai problème pour Fnatic, c'est qu'ils n'ont pas les résultats. Et de moins en moins de gens sont intéressés par tout ce qui se fait autour d'eux. Ouais. Je souhaite pour samedi que tu as raison. Il est dur sur le pas de résultats, ils ont gagné quelques trucs. Oui, ils ont quelques trucs. Mais en tout cas, on a l'impression que... L'essence de Fnatic, c'est League of Legends. Sur League of Legends, parfois c'est bien, parfois et souvent c'est moins bien. Et c'est ça le vrai problème autour. Je crois qu'ils n'ont jamais gagné la LEC depuis que c'est devenu la LEC. Oui, la dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était 2018. C'était la LCSE en plus. C'est l'année où ça a qualifié Vitality au Worlds, on en parlait justement. Moi j'ai un peu l'impression d'ailleurs, alors c'est mon avis personnel ici, mais j'ai l'impression que G2 justement a mieux réussi à capter, voire même les anciens fans Fnatic qui s'en sont un petit peu dégagés avec cette identité un peu, un peu internationale, et à mieux gérer ce positionnement. Moi, quand j'ai commencé dans l'e-sport, en 2012, il va nous faire le papy là. Sponsorisé Riot quand 2012, frère, 2012. Dinosaure. J'étais chez Coca-Cola. Si t'es européen et tu suivais l'e-sport, t'étais fan de Fnatic. Ah bah oui, pas 50 trucs, il y avait un peu SKS sur CS, il y avait 2-3 trucs, hein, mais bon, si tu suivais l'e-sport et que tu avais un peu de passion, tu étais Fnatic. Bon, c'est sûr que la transition a été assez brutale. À ce niveau-là, je pense que, moi, de ce que je vois, ils sont en train de se recentrer sur les UK, justement. Ils essaient de retrouver des fondations et de redéfinir leur storytelling autour de la avec Cadrel, notamment l'année dernière, mais bon. Il s'en est un peu détaché pour créer son propre club. C'était un bon pari, a priori. Je crois qu'il s'est en tout cas pour Kaiser. Oui, mais résultat, c'est lui qui est en train de s'implanter sur le marché en écrasant Fnatic. Donc, bon. Sur la stratégie, c'est pas faux. Après, je pense qu'il est européen. C'est un phénomène. Oui, non, mais oui. Pas que pour Fnatic, c'est pour l'ensemble de. Non, très clairement, c'est global. Cadrel, un peu comme Tariq aux US pour Valorant, c'est extraordinaire, mais ça pose aussi des questions. À l'inverse, la Carmine qui reste pour l'instant très. D'ailleurs, c'est un point qui t'importe beaucoup, cet ancrage local et de conserver cette identité. C'est quelque chose quand même que vous imaginez, forcément qu'on a envie de se développer à l'international, que le marché français. C'est des énormes réflexions aussi. Il y a des réflexions par exemple de savoir est-ce qu'il y a un cap qu'on ne pourra pas dépasser en étant vraiment francophone. Est-ce qu'on est capable d'aller concurrencer un G2 en termes de performance en ayant des ressources qui sont principalement en provenance de la France. Je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'on prévoit à l'avance. C'est vrai, on fait un peu comme vous, septembre-octobre, les budgets, mais avec cette variable que comme on est plus merchandising que sponsor, le merchandising, il faut encore le vendre. On a des prévisions de vente, mais si ça floppe, ça floppe. Donc on a toutes ces difficultés qui rendent le projet un petit peu particulier ou un petit peu spécial. C'est pour ça qu'on a cette stratégie de se dire qu'à chaque fois qu'on va à l'Inter, on essaye d'avoir un ancrage plus local. C'est pour ça qu'on est en Div 2 par exemple de LoL en France. C'est pour ça qu'on a pris une résidence dans un stade en France. C'est on va dire la compensation de cette promesse qui a évolué, que dorénavant nos équipes ne sont plus forcément françaises ou francophones, ce qui était un peu des engagements, en tout cas des partis pris de l'arrivée de la Carmine en LFL fut un temps, ou même sur Valorant. Et donc aujourd'hui on n'a que Rocket League en équipe purement francophone dans les équipes qui ont une ambition internationale. Mais c'est vrai que c'est un questionnement, on essaie de trouver notre voie. Je pense qu'on a une chance et qu'on est très inspiré de ce que G2, Fnatic ou Vita ou même les Américains ont pu faire, parce que c'est plus simple d'avoir un exemple. Globalement, je dirais que face à nous, on a deux modèles. Soit on veut devenir un G2 et donc être sur 3-4 continents, je ne sais pas exactement sur combien de continents vous êtes, au moins 3 minima, et donc avoir 10, 15, 20 équipes et potentiellement essayer d'être champion EWC. Ou au contraire, de l'autre côté, je dirais qu'on a un modèle à la T1 où il y a une sélection très mesurée de jeux. Ils sont, je crois,
part plutôt sur 2 jeux, donc je dirais Valorant et LoL, même s'ils ont testé plein de choses, et de se dire ils ont une brand et ils vont essayer de l'étendre à l'international en étant la meilleure équipe du monde sur LoL et en essayant de l'être également sur Valorant et ils réussissent bien. Je pense que c'est les 2 modèles auxquels on est confronté. Peut-être qu'on trouvera une voie transverse au milieu, mais en tout cas on s'inspire beaucoup de ce que tout le monde fait. Nous, notre rêve, c'est un peu ce que j'évoquais, la fameuse tautologie, c'est d'être à la fois un club communautaire, je dirais pas d'influenceurs, c'est communautaire vraiment, c'est ça qui est important pour nous. By the way, d'influenceurs parce que Kamel, mais même Kamel veut conquérir un club au-delà de lui, donc communautaire, mais qui a la performance au cœur. Et d'ailleurs, je rappelle que l'histoire de la Carmine, c'est quand même que première année, ça gagne tout. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être que l'histoire aurait été également différente. Donc, on a la performance et au cœur, mais comment être performant à l'inter sur LoL, à l'inter sur Valo, à l'inter sur Rocket League, avec des ressources francophones. Et ça, c'est un vrai défi qui est face à la Carmine, mais on a la chance d'avoir ces inspirations d'avant. D'ailleurs, je me permets, si Cassé était monté en LEC avec Alice Instant et avait Instant Perf en LEC, Cassé serait encore beaucoup plus big qu'aujourd'hui. Genre les vues qu'il y aurait eu à l'époque, je me souviens, l'an dernier, première game de la Cassé, c'était un délire le nombre de personnages qu'il y avait. Si ça avait Instant Perf, c'est pour ça que la perf est trop importante. Parce que même pour un club qui est plus sécurisé côté Cassé, où évidemment il y a le côté influence et tout, il y a le côté communautaire et tout, qui fait que le club a beaucoup de sécurité, s'ils avaient perf Instant, la perf c'est trop important. Si perf Instant, je pense que c'est exceptionnel. 400K chez Kamel, non, je crois pas, mais je crois que c'était n'importe quoi l'an dernier en LEC. En plus, avec Caliste et tout, ça aurait été une dinguerie. Rapidement, oui. sur ces... Mais genre, en gros, c'est que même un club qui a beaucoup d'influence, la perf est au centre aussi, quoi qu'il arrive. Tu peux pas. Si Cassé faisait tout le dernier, au bout d'un moment, ça s'estompe. Après, c'est une évidence parce que je dis. Je ferme ma gueule en fait. Point-là, toi, tu as l'impression qu'à l'international, vous voyez déjà des choses intéressantes de développement, des pics communautaires justement, ou pour l'instant, ça se restreint comme beaucoup à la France. Non, je vais te dire, on a 2025 est déjà extrêmement fructueux en apprentissage. Parce que c'est la première fois qu'on a une telle domination sur un certain nombre de jeux. Donc la période, pour l'instant, janvier-mars, et puis on espère qu'avril-juin sera tout aussi fructueux. Mais janvier-mars nous a offert une opportunité incroyable de voir ce que c'est qu'être G2. Ouais. C'est-à-dire avoir les meilleures performances en Europe, avoir la capacité d'aller à l'inter et de vraiment se faire une fanbase là-bas. Et du jour au lendemain, tu vois que tes chiffres YouTube, ça double. Et qu'en fait, quand tu regardes dans les détails, tu as 15% de viewership YouTube sur nos vidéos qui sont coréens. Ouais. Bon. Et de l'autre côté, on se rend compte que tout d'un coup, les connexions sur le site pour acheter du merch, boum, tu vois des augmentations dans certains territoires. Et tu sens petit à petit le monde évoluer. Lourd, ça. Et nous, on a vraiment senti ça. C'est-à-dire qu'on a senti le mois de mars a été exceptionnel dans ces Learning Sea. Évidemment, déjà, on y prend goût. Mais surtout, on voit pourquoi tout d'un coup, ça augmente. Et je suis pas surpris, par exemple, que Vitality vende des maillots aux US parce qu'une telle domination sur CS, ça apporte ce type de résultats-ci. Et c'est là où moi, je me languis du moment où on aura un an d'excellence. On va pas tout gagner, évidemment, mais un an d'excellence à l'Inter, plus la communauté et la ferveur carminesque. Et là, normalement, c'est la tautologie idéale, mais on est probablement un des meilleurs clubs du monde de fait. Moi, j'ai une question pour Arthur, mais est-ce que tu penses qu'un jour, vous serez un peu comme G2, supposons tu as une opportunité de marché et aller sur un jeu, sur n'importe quoi, Dota, vers faire une fusion avec une équipe chinoise. Est-ce que tu ne penses pas que ça, c'est un truc qui prendrait la tête un peu à la fanbase française de la KC? On a eu beaucoup de discussions sur des acquisitions de roster, sur des fusions partielles et localisées. On a regardé énormément de choses sur Counter-Strike, bien sûr, sur un certain nombre d'autres jeux pour s'étendre. Évidemment, on a une question aussi qui est, si on devait lancer, on code, c'est un peu évident que c'est aux US, mais si on devait lancer Rainbow Six, si on devait lancer Counter-Strike, si on devait lancer Dota, où est-ce qu'on le lancerait? Est-ce que ça a du sens de le lancer? On a aussi eu des discussions avec l'Asie du Sud-Est pour éventuellement avoir des équipes plutôt jeux mobiles. Après, il faut qu'on soit en capacité de l'absorber. C'est un métier, je pense que là, je peux me retourner vers les experts parce que cette absorption n'est pas simple. C'est pour ça qu'on n'a jamais pris le pli. Moi, j'ai un point sur les fans, c'est que la réalité, c'est que les grandes techs des fans, elles volent souvent en éclats quand le club grandit ou gagne. Typiquement, les fans Carmine qui venaient dire
on fera jamais de levée de fonds, c'est honteux, c'est ridicule, ou on veut que des équipes françaises. Bah, évidemment, ils étaient très contents, mais je le dis sans du coup être négatif. C'est évident que c'est que des grandes paroles, parce que quand tu vois que en levant des fonds, Carmine se développe, va en LEC, quand tu vois qu'en faisant une équipe internationale, ça gagne, bah, ils oublient tout ce qu'ils ont dit. Donc, il faut aussi se méfier des techs, des fans hyper précis, hyper affirmés, parce que en réalité, la vie des gens, quand tu te mets à gagner, à dominer, etc., ils changent. Et d'ailleurs, nous, on semblerait que Twitter n'a pas raison. C'est parfois, étonnamment. Mais juste, j'ai pas compris toutes ces sorties, mais nous, on le dit aussi. Les grandes. Non, objectivement, il y a une époque, c'était un peu comme ça. Mais même moi, les joueurs français en LFL et tout, c'était un truc que je disais beaucoup à une époque. C'était un truc, c'est l'évolution globale. Mais je sais pas par contre d'où c'est sorti, mais il a pas complètement tort. Déclaration sur les rosters, sur les joueurs, dès que tu gagnes, et l'exemple de CS, nous par exemple avec Mézi, qui était un joueur complètement décrié par la fanbase, on n'entend plus rien. Donc en fait, il faut pas non plus trop écouter, il faut écouter les fans et sentir quand c'est quelque chose qui est contre ton ADN, qui marche pas et que tu fais fausse route, mais il faut aussi parfois s'écouter et se dire, ok, on va suivre nos convictions, et finalement quand on aura démontré que ces choix sont payants, c'est ça qui marchera, quoi. Donc voilà, méfions-nous aussi parfois des... Ou pas, et accepter de dire que tu as fait une connerie. Ouais, et puis et surtout qu'on en fait plein. Donc, mais surtout d'évoluer. C'est-à-dire que d'un point de vue... En fait, je trouve que ce qui est bien dans le cas de la Carmine, parce qu'on est évidemment sous le feu des projecteurs constants de Twitter, on est analysé, scruté, il a dit ci, il a dit ça, monté en épingle, c'est quand même que ça crée déjà un sens des valeurs, de l'éthique, j'en passe, c'est des meilleurs, mais surtout, ça pousse à être meilleur et à se poser les bonnes questions. Donc sur les 150 takes désastreuses, t'en as 5-6 extrêmement intéressantes. Tout le métier au milieu de l'insulte. Indiana Jones, vraiment à travers les fougères honteuses de Twitter, et on découvre parfois des très bonnes idées, mais surtout des retours critiques qui sont intéressants, a fortiori pour un club dont le merchandising est très important, l'engagement des fans est très important, et derrière on arrive à s'améliorer aussi grâce à ça. Donc c'est un juste milieu, même si c'est du 90 cadavérique et du 10% très intéressant. Non, mais la question de Joël qui a été posée à Arthur se pose aussi parce que vous avez une actu récente avec, alors je veux pas mal le prononcer comme beaucoup l'ont fait, c'est Bajström. Merci. Franchement, qui t'a racheté un truc, c'était le nom idéal. Ça a fait jaser, c'est pas grave, tout va bien. Non mais oui, ça rentre dans cette stratégie d'internationalisation, ce que vous avez déjà commencé à faire avec d'autres équipes à une époque Joël est mort de ailleurs, là, c'est bon. Non mais en Inde, je suppose que ça rentre là-dedans, dans se dire qu'il y a aussi des choses à faire ailleurs. Là, c'est une double idée qui est, oui, il y a un marché en termes de pays, de communauté qui est hyper fort, comment on va essayer de s'y installer, d'installer la marque, etc. Et il y a aussi un nouveau type d'e-sport, l'e-sport mobile, qui dépasse pour le coup les frontières indonésiennes, on va dire. C'est Asie du Sud-Est en général, et on a envie d'aller goûter ça, découvrir ça. On connaît assez mal, nous les premiers, on connaît mal cet univers, ces jeux, la passion qu'il y a autour. Donc l'idée, c'est d'avoir ces stratégies d'internationalisation, mais en s'implantant localement, en construisant une histoire localement. Après, c'est un vrai challenge, parce que le potentiel, il est évident. Enfin, la puissance de feu, le potentiel que ça a, la croissance, la passion locale, voilà, ça, c'est très facile à voir. Par contre, ce qui est dur, c'est comment tu le relis à notre projet, comment tu crées les passerelles, parce que tu as plusieurs méthodes. Tu peux dire je laisse vivre l'entité locale avec sa marque, son nom. Ça n'a pas tant marché dans l'e-sport quand une même société essaye de faire coexister plusieurs brandings. C'était un bot, pas totalement d'exemple du fait que ça marche très bien. Tu as aussi envie de créer des synergies pour comment tes fans peuvent s'intéresser à de nouveaux jeux et réciproquement faire venir des fans sur tes jeux historiques. Mais ça se construit pas artificiellement non plus. Tu peux pas tout rebrander en 2 secondes. Les fans locaux vont se sentir trahis. Enfin, ça, c'est voilà. Donc c'est un vrai challenge, mais ça fait partie de ce qu'on veut faire. J'ai envie de poser les questions à Alban, parce que vous l'avez testé, vous, sur Dota notamment. Nous, on a fait, en un an et demi, on a fait l'acquisition de Version 1 avec Call of Duty et Rocket League. On a fait un partenariat avec Blacklist, sous le modèle du PSG, pour rendre à César ce qui lui appartient. Et après, on a tenté un truc avec Dota 2. La Chine, c'est un marché incroyable pour nous. Ils nous ont vraiment accueillis. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être la 5e équipe la plus populaire sur Weibo en Chine, donc au-dessus de plein d'équipes chinoises, sans avoir jamais eu de roster ou de joueurs en Chine. Et on s'est dit, il n'y a pas un truc à avoir des héros locaux, une équipe locale. Et comme on dit, on gagne ou on apprend, quoi. Source, t'inquiète pas, non. Aucun impact. Très difficile de bosser dans un partenariat qui était
vraiment défini comme égal-égal. Et donc, tu parles de celui avec la Chine? Dota 2, ouais. Dota 2. Et c'est, je pose des questions, je fais comme Joël, hein, je m'installe. Vas-y, on t'inquiète. Hein. Et c'était un rachat, c'était une fusion? Non, c'était vraiment un partenariat, non? Un partenariat marketing, si tu peux appeler ça, avec des répartitions de revenus et de coûts. Et comme bon, on Temple. apprend. Alors, première chose que j'ai appris, c'est que quand tu te lèves à 5h du matin pour regarder Dota, tu regardes les LEC, et qu'après tu vas te coucher à 6h du matin parce que tu as regardé Call of Duty Valorant, c'est compliqué à gérer comme organisation. La première chose qu'on a appris assez rapidement. Et deuxième chose, c'est quel modèle colle le mieux à G2 en termes d'intégration dont tu parlais tout à l'heure. Nous, on a un modèle assez particulier sur le contenu. 85% de nos contenus sont scriptés. On crée des personnages, on crée des univers. On a vraiment une manière de penser le contenu qui est plus proche du storytelling que du contenu. Et si tu n'as pas le contrôle sur les équipes, ni au niveau marketing, ni au niveau sportif, qui était encore plus compliqué, on ne s'est pas reconnu sur la manière dont on croit être la bonne manière de faire marcher une équipe. Et donc, du coup, on a arrêté ces deux partenariats. Alors, Blacklist, on est allé en finale des championnats du monde. Donc, on a fait comme un run pas mal. Et Dota 2, on s'est qualifié pour l'international et on a fait le major. Je suis donc, on a testé cette forme de partenariat. Ça ne nous correspond pas. Donc, on s'est concentré sur ce qui marche. Pour l'instant, ce qu'on fait aux États-Unis en intégration globale et run par nous, ça nous ressemble plus. Et donc, du coup, on va envisager les prochaines étapes. On a des idées, on a des discussions sur d'autres régions, probablement sur un modèle plus intégré. Donc, ça va prendre plus de temps, ça va coûter plus cher, ça sera plus stratégique comme décision, mais le jour où on le fait, on le fera de manière plus stratégique. Joël, tu as lancé la discussion, mais j'ai envie de te poser la question aussi, parce que BMS, à une échelle plus petite, vous avez des joueurs internationaux. Vous réfléchissez en termes d'internationaux, en termes de jeu. Comment vous vous positionnez par rapport à cette question-là de est-ce qu'il faut qu'on existe localement ou est-ce qu'il faut qu'on existe en fait, finalement un peu plus que localement, mais en restant sur quelques jeux. En vrai, c'est bien d'avoir BMS et tout, mais le problème, c'est que le pauvre, il est à la table de G2, Vita et Cassé, c'est genre parmi les plus grosses structures d'Europe. C'est trop dur, frère. C'est trop dur. Déjà, c'est une question de moyens. Donc, vu qu'on n'a pas un budget énorme, on est vraiment obligé de se focaliser sur la France. Ouais, c'est ça qui va être. C'est vrai qu'on a eu un moment l'idée de recruter parce qu'il y a pas mal de créateurs de contenu, X joueurs sur Smash, par exemple. On a eu l'idée, à un moment, on était intéressé par un joueur espagnol qui avait des stats exceptionnelles sur YouTube, des 1 million de vues. On s'était dit, pourquoi pas le prendre? Au final, on l'a pas fait. Et nous, vraiment, on est dans l'étape où on veut acquérir de nouveaux fans. On veut faire de l'acquisition de fans, parce que les fans, c'est ce qui nous fait vivre, qu'il faut vendre les maillots, qui crée de l'interaction, qui attire les sponsors. Là, on est sur un truc où on essaie avant tout d'avoir des joueurs français. Si on n'y arrive pas, on a essayé d'avoir des joueurs européens, mais aller prendre des joueurs américains, sinon on n'en est pas encore à ce stade-là. On est vraiment sur du français et essayer de développer notre fan base au niveau local. Parlais des fusions aussi. Ils en ont pas mal, il y a pas mal de monde sur Twitter. Vous vous êtes dit à un moment peut-être qu'on peut s'associer avec d'autres structures. Est-ce que ça c'est quelque chose qui rentre en... Oui. On peut le dire si Cassé t'a approché et que t'as refusé. Hein. Non. En fait, on en a parlé, c'est pour ça qu'il m'a fait un petit clin d'œil, j'ai rigolé. On parle régulièrement de ce genre de sujet. En fait, le truc, on a un point où on a une fanbase, mais pas assez d'argent pour aller plus haut. Donc, on sait qu'on intéresse des investisseurs, des structures, même des banques. On a été approché par une banque pour aller en LFL. Au final, ça s'est pas fait. Ouais. Okay. Mais le problème, c'est que souvent, ces fusions-là, c'est comme je dis, c'est comme une famille recomposée. C'est que toi, tu arrives avec tes prérequis et eux, ils arrivent avec les. Voilà. Ouais. Et souvent, c'est pas entendu sur des choses. C'est que nous, on voulait pas tel jeu, eux, ils voulaient tel jeu, on voulait faire comme ci, on voulait faire comme ça. Ouais. Il y a quelque chose qui est assez compliqué aussi. C'est souvent quand c'est ils arrivent avec une sorte de rapport de force. C'est-à-dire, nous, on a l'argent, on décide. Alors que nous, on a le savoir-faire. On a gagné des titres avec très peu d'argent. On a réussi à faire rayonner notre image avec très peu d'argent. Donc, ça serait plus judicieux que ce soit nous aux commandes, et eux, ils viendraient derrière financer pour qu'on puisse scale. Le problème, c'est que c'est généralement, quand ils viennent avec leurs sous, ils veulent un peu diriger. Et souvent, ce ne sont pas les meilleurs pour... Et je vous vois chez les... Je pense qu'ils vivent tous la même chose. Dans le business, c'est quand même souvent comme ça. Quand les gens avec beaucoup d'argent viennent à toi, c'est malheureusement, ils ont souvent des idées à la con qui viennent avec l'argent.
Ouais. La seule pondération de ça, c'est que l'expertise e-sport, elle est assez, à date, pour l'instant encore assez précise et spécifique. Donc ceux qui ont l'argent ont quand même besoin des gens qui connaissent cet écosystème un peu bizarre, spécial, qui bouge tout le temps. Ce sera peut-être beaucoup moins vrai dans 10 ans, dans 20 ans, comme on peut le voir dans le sport, où tu as beaucoup de managers qui arrivent, qui peuvent venir d'autres univers. Et puis voilà, il y a des gens comme toi qui arrivent à rentrer, mais même si tu aimais déjà l'e-sport. m'avoir accueilli. Voilà, tu t'es imposé. Même si tu aimais déjà l'e-sport et tu en avais les codes, donc c'est pas non plus un outsider complet, mais c'est encore trop tôt. En fait, il devrait faire une émission. La même chose, sauf qu'il fait rentrer Xavier Oswald pendant 5 minutes. Genre, juste il le fait rentrer, ou il le met genre en mode sniper, il le met quelque part et juste bam, il sniper mec. Ce serait tellement mon rêve. Pas dans une discussion globale, juste ceux qui il ont snipe l'argent un ont mec quand à un même moment. besoin de l'expertise de ceux qui ont fait, qui ont construit et qui continuent à le faire. Même, j'ai un exemple, c'est très exceptionnel, vous n'avez pas la vision. Mirage. Fatigué Néo, Xavier, tu vois ça, il fait ça. T'as le boss du Mirage qui vient me voir pour me dire ouais, on a un projet, on veut vous envoyer en LFL. Bon, ils sont censés s'y connaître en e-sport, tu vois. Et le mec vient, il me dit mais nous, on a un budget, on a un projet, on veut faire une K-Corp bis. Déjà, à partir de là, le mec vient et il comprend pas où il a mis les pieds. Donc, on a énormément de propositions. Non, mais on a énormément de propositions où les gens ne comprennent pas forcément l'écosystème dans lequel on est, en fait. Ouais, bah alors en plus Mirage, je pense que tu as évité un carnage. Avec la caisse. Il y a eu des gros problèmes. Il a fait son K-Corp ou pas finalement Là, je pense que, comme je dis, peut-être même en prison à l'heure où on parle. Je veux pas penser, mais non, il y avait eu quand même quelques dingueries de multiples impayés, notamment sur Rainbow Six, mais aussi en LFL. On en avait fait une enquête si vous voulez la rechercher. Voilà. Ça marche. Mirage, c'est en effet pas un très bon exemple. Il porte bien son nom, c'est ça que tu voulais dire. Oui, je pense pas que mal. c'est Pas mal. On a beaucoup parlé d'internationalisation ou de rester, de développer un ancrage local. On a un peu parlé aussi tout à l'heure de l'impact des influenceurs, mais je préfère le terme créateur de contenu. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. On en a beaucoup parlé parce que et je crée pas de contenu non plus. BMS est créé autour de moi. Voilà, non mais à un moment, en toute modestie. À un moment, il faut dire les termes, tu vois. Moi le boss. On en parlait tout à l'heure pour la K-Corp aussi. Est-ce que la Carmine cherche pas aussi, on parle d'internationalisation, à se détacher un peu finalement de cette entre guillemets dépendance? Un flux voleur. Oui, à la fois une très grosse force et en même temps. Oui et non. Déjà, comment dire? Ce que les fondateurs ont donné, c'est dans l'ADN du club. Oui. Donc, je Merci pense pour le sub, Mirage. que peut-être, évidemment, il n'y avait pas Kamel au cast sur toutes les games, évidemment, on ferait moins d'audience. Pour autant, l'ADN ne disparaîtrait pas, je pense. De sitôt, ça prend quand même pas mal de temps. Pour autant, c'est intéressant quand même de voir comment on peut rebalayer un petit peu les cartes et se dire comment on n'est pas Kameto dépendant. Déjà en faisant en sorte que ce soit pas le seul qui caste toutes les games de tous les jeux de la Carmine. Par ailleurs, c'est absolument pas sain pour lui, tant d'un point de vue de santé physique et mentale que d'un point de vue de carrière. Il a sa carrière propre. Le but c'est pas qu'il y ait une fusion et qu'il donne tout à la Carmine. Pour ça, on a la chance d'avoir l'opportunité de faire un pari très simple, c'est de parier sur des gens qui étaient fans du club. Je pense par exemple à Elidia, qui a gagné un trophée aujourd'hui. Évidemment, c'est plus simple quand tu as des créateurs de contenu, des créatrices de contenu qui sont fans du club, qui sont fans d'un jeu sur lequel c'est légitime pour eux de se positionner, et donc on réduit d'une certaine manière. De l'autre côté, il y a aussi je dirais même presque un réinvestissement massif sur la personne de Kamel. Quand on va prendre un stade en résidence à Évricourt-Coronne, on maintient cette narrative, ce shonen, et oui, c'est l'histoire d'un jeune homme, c'est le shonen, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a un rêve et qui sur sa route, il va avoir des déconvenus, des hauts, des bas, il va battre des boss finaux, par exemple le G2 en finale de LEC, ou souvent Vitality en LFL, etc. Et il va se faire des amis sur la route. Il tire tout le monde. Dont je fais partie, qui peut-être un jour ne seront plus là, etc. Qui seront détruits par les méchants de G2 et Vitality, et il s'en fera d'autres amis. C'est un peu ça l'histoire, et on réinvestit sur cette histoire. Donc je dirais que c'est un peu oui et non, il y a un risque. Mais en réalité, plutôt que de se dire comment on dérisque ça, on va en fait presque surinvestir dessus, et on a la chance que ce soit plutôt bien compris par les sponsors, par les fans, mais aussi par les investisseurs qui nous ont rejoints, de comprendre qu'on est sur un juste milieu, dans un équilibre. Mais si on regarde la dépendance
Kameto en 2025 versus la dépendance Kameto en 2023, on a réduit cette dépendance de manière très massive. Ça, c'est trop important. Comment je te donne la parole après. Comment vous l'estimez ça un peu? C'est juste. Alors, de manière très rationnelle, ça va être le temps de cast de Kamel versus le positionnement d'audience. Les chiffres vont peut-être être petits, plus petits, mais à la fin, on reste l'équipe Game Changers la plus regardée. Bon, donc, on est toujours numéro 1 des audiences, on est content, c'est Elydia, ça fait un nouveau talent, ça libère du temps à Kamel. En plus, les fans sont heureux et épanouis d'avoir une autre manière de cast. Bon, voilà, la grande famille Carmine grandit et avance ensemble. Ça réduit la dépendance. De l'autre manière, ça va être par exemple les sponsors. Avant, l'image de Kamel était inclue dans tous les contrats. En 2025, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est des petites choses. Si et là, quand on sort un maillot, on sort des maillots, vous regardez les publicités de sortie des maillots du merchandising, ce sont nos joueurs. Quand vous regardez les YouTube, les Carmine Life, les Instagram, etc., bien sûr, il y a des moments où on va un peu stat-pat sur l'histoire de Kamel, mais on valorise aussi beaucoup les joueurs. Voilà comment on essaye de répartir le poids de alors que force ils sont au début. sur les joueurs dans et 2-3 ans, la marque Carmine et moins sur Kamel, pour autant il est fondamental dans le succès. C'est normal. Il y a un truc que je pense que tu sous-estimes et que beaucoup sous-estiment, c'est que la Carmine, pour moi, quoi qu'il arrive, va survivre à Kamel. Ça, c'est pas un problème. Il y a un truc qui est très très fort dans la communauté qui, pour moi, va les faire vivre très longtemps, c'est que dans la Carmine, il y a des supporters qui sont devenus des influenceurs au fil du temps. T'as des mecs, je te dis n'importe quoi, qui fait des streams où il parle d'analyse. Invité même. T'as des mecs comme Joma qui organisent des matchs de basket. T'as, comment il s'appelle Eto, qui fait des... il y en a... Il fait des... C'est bien, faut prendre une caméra, là. On en rigole, mais c'est quand même assez fort d'avoir une communauté... Oui, ils ont développé... des influenceurs. Et comme contre-exemple, Vitality, ils ont eu... comme bon exemple. Gotaga, Brox sont partis, mais l'équipe est toujours là. Les Golden Hornets sont là, les supporters sont là. C'est pour ça que ce que tu disais, pour nous, ça résonne à plein de niveaux, puisqu'on a vécu d'une certaine manière notre incarnant principal, et puis... c'est pour ça. Donc on est tous plus ou moins passés par là, et justement, essayer de voir comment tu te construis, et comment tu construis ta marque. L'incarnant de Vitality, maintenant, c'est Zaiwu, tu survis, alors après, tu perds de la puissance de feu. Quand on avait Gotha, à des périodes, on a fait des lancements de maillots qui étaient plus forts que notre maillot des 7 ans, où là, ça remonte beaucoup. Il adorait, il l'avait porté énormément. Je pense que c'était notre maillot le plus vendu. Donc, sur des éléments comme le merch assez tangible, on va peut-être moins performer, mais à plein d'autres niveaux, d'ailleurs, de toute évidence, selon toute mesure objective, le club est 10 fois plus grand et on est bien plus heureux d'être là où on est aujourd'hui. Donc, ça nous a beaucoup servi, mais on a appris aussi à construire autre chose, quoi. Le point, je trouve, qui est aussi intéressant, c'est la partie micro, ce qu'on appelle nous en interne un peu les micro-influenceurs Carmine, qui sont effectivement, t'en as cité quelques-uns, et très modestement, j'en fais partie, parce que j'étais fan Carmine, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le club derrière et que j'ai essayé d'apporter mes compétences. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que on est peut-être un des premiers clubs, pas le premier, mais un des premiers clubs avec un certain nombre de fans devenus des micro-influenceurs à plus de 10 000 followers. C'est quand même assez spécial, assez unique. On n'a pas vu énormément d'exemples dans l'histoire. Peut-être que tu m'en trouveras d'autres. Eclipsia, Solarity, en Europe, influenceurs, à ce niveau-ci, en ayant 5 à 20 micro-influenceurs de cette manière. Alors malheureusement, parfois, ils sont incontrôlables, parfois un peu durs, etc. Mais moi, ce qui me rassure sur la Carmine Corp en tant que fanbase, c'est le nombre de gens extrêmement talentueux qui sont fans Carmine et qui utilisent ou n'utilisent pas, mais en tout cas développent des compétences. On pense à Cassel, on pense à plein d'autres qui ont des compétences sur des choses extrêmement précises. Ça va être l'analyse financière, ça va être la data, ça va être simplement des gens qui font des peluches ou des bracelets et qui vont en fait développer et apporter des compétences supplémentaires, ce qu'on appelle la méta-edit, qui est un truc complètement autogénéré par les fans. Et en fait, tout ça, ça fait que je suis très rassuré sur le fait que ces fans-ci se rapproche beaucoup des fans de foot. Il y a beaucoup de micro-influenceurs de clubs de foot. Et je suis d'accord que ça, pour moi, c'est très protecteur de la marque et du fait que ça, théoriquement, pourrait se poursuivre si Kamel décidait, ce qui n'est pas le cas, sauf s'il ne m'a pas prévenu, de réduire un petit peu la voilure. C'est ce qu'on cherche à trouver chez des G2, chez des Vitality, quand on revient d'une certaine manière. Alors, avec des canaux un peu particuliers qui sont le co-stream, mais qu'on fait revenir des personnalités, alors des créateurs de contenu, quand on s'appuie sur eux, je pense à Wonky, je pense à Tréton, pas seulement, mais bon, pour la France. Bon, faire un peu d'histoire, je suis désolé. Donc, 2018, G2 signe eBay. Oui, c'est un qu'on connaît, je crois. Je m'en souviens. Les clubs de la LEC votent contre le co-streaming, à une extrême majorité.
Donc G2 est interdit de faire du co-streaming avec eBay. Et par la suite, en fait, un peu se pose la question de G2 de qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs. Parce que quand tu es dans un marché particulier et que tu as une densité, une taille critique avec un groupe d'influenceurs, tu es immédiatement référent, comme Koi, comme Cassé, avec des appels entrants d'agences qui veulent faire des collaborations avec des marques, des choses comme ça. Quand tu as 1, 2 influenceurs par pays, tu n'as pas ça. Ouais. Tu n'es pas identifié pour des campagnes européennes, tu n'es pas identifié pour des campagnes nationales, et donc tu es un peu entre deux eaux. Donc, je pense que nous, on a fait le choix de ne pas faire de l'influence un business, peut-être inspiré par FaceClan négativement, et on a fait le choix, à l'inverse, de capitaliser sur l'influence pour ses bénéfices. Donc c'est vrai que nous, on a la chance que Tréton nous a contactés en disant « J'adore cette équipe ». Alors, il a une relation hyper particulière avec les joueurs, il est vraiment en vie avec eux. Et est-ce que je peux faire le co-streaming avec vous ? Nous, on n'avait pas la volonté d'accéder sur la France. On voyait qu'il y avait déjà suffisamment de streamers et des choses qui se passaient pour y aller. Et quand tu as quelqu'un qui t'appelle avec une telle sincérité, tu y vas. On a dit qu'il y a un ancien joueur en Corée, Keisha, qui est un peu notre micro-influenceur à nous, parce que c'est vrai qu'on l'a aimé comme acteur, comme comédien, et il est devenu un streamer, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et on ne s'interdit pas de continuer à le faire avec amis aux US et de trouver ces influenceurs qui fit avec notre ADN, fit avec notre ton, et amplifient, apportent le bénéfice de l'influence, sans immédiatement chercher à créer du business autour. Est-ce que vous rémunérez ces influenceurs, ça aussi c'est confidentiel, mais il y a un business model pour eux là-dedans ou pas ? On les rémunère, ouais. Après, on essaie de trouver l'équipe parce que, comme tu sais, le co-streaming, c'est hyper difficile à monétiser. Ils le font sur leur channel, pas sur le nôtre. Donc déjà, c'est un moyen pour eux d'avoir accès au contenu et aux droits de la LEC. Donc on essaie de trouver une équipe comme ça. Mais nous, on j'ai jamais payé un vol pour Berlin. Ils étaient fans Carmine, Lydia, etc. Depuis cette année, pour se professionnaliser aussi, suivre. C'est important pour pouvoir avoir un accord sur l'attitude, la possibilité de se mettre d'accord. Et puis les rotations de logos de sponsors, enfin ça participe. Ouais. Peut-être juste rebondir sur ce que tu dis. Enfin, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut le pousser encore plus. C'est là il met Keisha dans le tas. Nous, on entendait souvent quand Carmine commençait à arriver ou après quand Jean Thomas était arrivé. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce modèle-là de club ? Et je pense que c'est vraiment pas un modèle de club dans le sens où un modèle. Des opportunités, des avions, des super maillots et tout. Ce modèle-là, à mon sens, il est pas réplicable. eBay, pour moi, c'est le parfait exemple de ça. C'est-à-dire que tu peux pas acheter ce modèle. Ce modèle ou cette façon de faire ne marche que si ton créateur de contenu, pour pas dire influenceur, et c'est son projet, sa croyance. En fait, ça ne s'achète pas. Tu peux acheter, mais en fait, dans l'histoire des créateurs de contenu, au bout d'un moment, et FaZe est un très bon exemple, mais c'est l'exemple qui se répète partout et tout le temps. Quand tu n'as une relation que monétaire et financière, après ce soir, il va bien aimer, je crois. Un créateur de contenu qui devient trop gros, il se rendra toujours compte qu'il est mieux à faire ses affaires tout seul. Son business, il n'a pas les contraintes, il s'entoure de gens qui bossent de la façon qu'il arrange, il fait ce qu'il veut, parce que globalement, c'est souvent un sujet. Et donc, avoir les contraintes, ça ne marche pas. Et quand ces gens sont trop gros, même l'équation financière ne marche pas, puisque tu vas avoir plein d'énormes créateurs de contenu qui ne vont pas honorer leurs engagements. Donc pour moi, tu n'achètes pas ce modèle. Ce fonctionnement-là marche quand c'est sincère et quand ces gens-là portent le projet. Et à notre sens, c'est très compliqué. Peut-être qu'un jour, ça marchera. Mais d'acheter un top créateur de contenu mondial et d'en faire son porteur du projet, ça me semble très difficile à réaliser. Mais je ne sais pas comment toi ça s'est passé, comment vous l'avez vécu. Je vais raconter une histoire, un truc qui n'est pas public et qui va peut-être vous intéresser. Ça tourne autour des ERL. Apparemment, il y a beaucoup d'intérêt pour que G2 ait une académie un jour. Donc ça me permet d'en parler. Et moi, j'ai toujours dit... C'est une bonne discussion, ça. On ne s'interdit rien, mais on le fera quand ça fera du sens. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé l'endroit, le modèle pour que ça fasse du sens pour nous. Mais il y a 2 ans... Je vois où tu viens. On avait un truc qui nous semblait faire du sens. Une ERL où, je ne sais pas qui a fait les régulations pour les ERL chez Riot, mais on avait identifié qu'en NLC, on pouvait co-streamer en anglais. Ce qu'on ne pouvait pas en France, qu'on ne pouvait pas dans les autres pays. Et donc on s'est dit, c'est pas mal. Comme tu l'as noté, au UK, il n'y a plus personne, pardon, Fnatic. Donc on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc je suis allé voir 2 gars. Alors un que je connaissais bien, parce que Marc Kedrel, c'est moi qui l'ai signé chez Riot quand il est devenu caster, donc je le connaissais un peu. Et je dis, est-ce que ça te dirait de monter une équipe vachement incarnée par toi? Tu flex. Ce serait Kedrel by G2 ou un truc un peu comme ça. Et tu serais le boss du truc. Et en fait, il dit, je suis pas sûr. J'ai pas le temps, je vois pas trop le truc.
Et on a proposé à The Boss. Comme quoi. Et ça, c'est pas fait. Et je pense que c'est dans ces rencontres-là, soit c'est évident, soit ça se fait pas. Hein. Et aujourd'hui, il l'a fait lui-même et c'est un énorme succès. Et je pense pas, pour être honnête, hein, ça aurait été aussi important si ça avait été pas Edgy. Et il aurait pas mis le même cœur et voilà, c'est sûr. Oui, c'est vrai, c'est factuel. Ils ont eu très tôt. Que ça va me faire. On croit à l'influence, mais réfléchis pour que ça amplifie ce qu'on fait déjà. Et on croit aux URL, mais au bon endroit, au bon moment, et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le fit. Joël, tu parlais tout à l'heure de il vous répond un peu pour les micro-influenceurs parmi les fans, etc. J'ai l'impression que pour Académie, etc., c'est de bien faire le truc. Chez BMS, vous avez réussi à créer un peu une espèce de communauté hyper engagée sur les réseaux sociaux. Laissez-moi tranquille. En fait, c'était très très con d'écouter cette émission en live. C'était très très con. Le fait d'avoir le faire dans mon lit tranquille. Ils sont pas à l'échelle de la cassée. On a nos influenceurs qui organisent parfois des petits events, des tournois. Il y a un compte aussi Twitter qui m'embête un peu, mais qui fait partie du lore de l'équipe. Donc oui, c'est très 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 important de créer ça et de l'entretenir surtout. Est-ce que le lore va s'accompagner d'une boisson bientôt? Certainement. Tu veux en dire plus? Pardon? Tu veux en dire plus? Non. Le pauvre, ça veut non, le mais par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi dans tout ça, et notamment par rapport à BMS, c'est que est-ce qu'aujourd'hui BMS a l'ambition finalement de devenir aussi gros que tu vois, les trois autres autour de la table? J'ai envie de dire que ça s'appuie autour de ta personne, comme tu l'as dit, vous essayez de mettre des choses en place petit à petit, mais est-ce que vous avez envie de garder des ambitions finalement assez... En fait, on est limité par les finances. Mais bien sûr que oui, si demain, il y a un milliardaire saoudien qui me dit « Tiens, je te donne 4 milliards », moi, j'aimerais bien aller en LEC taper la cassée, j'aimerais bien taper Vita sur CS et ainsi de suite, tu vois, bien entendu. Mais malheureusement, on n'a pas encore les datas, les stats pour pouvoir intéresser de gros sponsors. Mais ça viendra. Et parce qu'on avait un peu parlé tout à l'heure, par exemple, le moment où vous auriez pu arriver sur LoL, en l'occurrence, ça a été quelque chose que vous avez finalement refusé de faire, on peut le dire comme ça, qui aurait pu quelque part aussi vous faire accélérer, ou vous l'avez pas du tout vu comme ça? Non, en fait, c'était plus... je dirais pas on s'est fait embobiner, c'est pas le terme. Mais en fait, il y a eu... c'est le moment où il y avait une très grosse hype quand la cassée commence à arriver en LFL, t'as tout le monde qui veut y aller, il y avait une méga hype autour du jeu. Donc on s'était dit, pourquoi pas ne pas aller en deuxième division, en Div 2, parce que moi, je n'étais pas trop fan du fait de sauter les étapes, je voulais qu'on crée quelque chose par le bas, comme on l'a fait. Abuse des pubs, ça, c'est une pub 3 minutes toutes les heures. Tu sais quoi, j'allais faire pipi. J'attends, je vais faire mon petit pipi. Je vais faire mon petit pipi et dans 50 minutes, G2 va faire pipi sur statique. Hey! Ça, c'est de la transition, ça. Ils scriptent même les pauses pipi. Faut vous choquer, vous. Hein. Putain, vivement le statique G2 par pitié, genre. G2, c'est au moins des bonnes games, quoi. On sait où, vous êtes prêts? C'est bon? C'est bon? Oui, et TG. Et B? Reviens un peu en arrière. Donc on s'était dit, pourquoi pas ne pas aller en deuxième division. Relance, putain, waouh! Parce que moi, je n'étais pas trop fan du fait de sauter les étapes. Je voulais qu'on crée quelque chose par le bas, comme on l'a fait sur les autres jeux. Et au final, on n'a pas eu le slot. On s'était fait piquer le slot par les JL, qui avait logiquement un meilleur dossier que le nôtre. Donc derrière, on nous a proposé d'y retourner. Mais quand on regardait les coûts, les sponsors, tout le tralala, on a commencé à se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et derrière, c'est le gap financier entre la Div 2 et la LFL était énorme. Surtout qu'on a une fanbase, on ne pouvait pas se permettre de dire allez, on reste en Div 2 et puis même si on a on perf, on reste en deuxième division. Donc on s'est dit autant cancel. Ouais. Et si on vient, si on retourne, on peut y aller. On y va et on le fait à fond. On essaie d'aller en LFL avec un vrai roster, avec un vrai budget. Et actuellement, on n'est pas du tout en mesure de le faire. Après, moi, mon regard d'observateur de la LEC depuis le début, de l'autre côté, les belles histoires, c'est les paris.
C'est-à-dire que je me rappelle de 2 gars qui décident de racheter un slot en LCS, les mêmes qui rentrent... Sans l'argent, bien sûr. C'est comme ça qu'on rachète un slot, non? Les mêmes qui rachète un slot en ayant l'argent? Finalement, il y a un pattern là, oui. Qui a les moyens d'acheter ce qu'il achète? Non mais, je m'occuperai de toi après. Mais c'est assez incroyable de voir que l'histoire de Vitality, c'est des paris. C'est des joueurs de poker, en fait. Ils ont fait tapis 5 fois. Ils ont fait tapis sur la LCS, sur la LEC, sur le roster CS avec les Danois, avec Vitality League aussi, même si ça n'a pas marché, c'était un tapis. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que vous faites avec l'Indonésie et l'eSport World Cup, c'est ça aussi. Donc pour moi, le côté de, en juillet, tu dois prendre à Paris, qui est un tapis, sur des revenus que tu n'as pas commencé à collecter, c'est l'histoire un peu de ces changements de taille, de croissance qu'il faut accepter avec plus ou moins de capacité à prendre le risque en termes de management. Oui, franchement, ça nous résume pas mal. Donc nous, on le dit souvent quand on raconte l'histoire et qu'on aurait pu exploser en vol et mourir plein de fois. Donc en effet, c'est plutôt une succession de choses qui se passent bien. Mais c'est à rappeler aussi le LEC 2021, enfin fin 2021, qui est un pari un tout petit peu raté, un tout petit peu coûteux. Donc on aurait pu en parler tout à l'heure. On aurait pu en parler tout à l'heure. 1 sur 5, c'est pas mal. C'est vrai qu'on aurait pu en parler tout à l'heure dans l'explosion des coûts. Vitality a participé. Je vois pas de quoi tu parles. Ok, très bien. Joël, tu voulais... Justement, parce que tu parlais des paris, mais en 2025, c'est plus ce qu'ils ont fait il y a quelques années, c'est plus possible de le faire maintenant. Les salaires qui ont augmenté, tu as eu l'inflation cassée au LFL, oui, je vous accuse. Non, parce que quand ils sont arrivés, les prix ont augmenté, la Ligue... Non, mais c'est positif. Donc forcément, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour une équipe de se pointer en LFL et même d'être compétitive. Nous sommes, entre autres, avec d'autres, bien sûr, parmi les artisans du salary cap en LFL. Oui. Donc, d'autres ont fait exploser les salaires. Mais t'as raison. Oui, en LFL, c'est pas les pires. Alors, pour le coup, en LFL, le salaire... parce qu'on était en LEC et que finalement, ça nous arrangeait, peut-être que... Je pense que, Joël, si tu me permets de dire ça, chaque époque, il y a des dangers et des risques différents. Quand ils signent Reckless pour un montant très raisonnable. Ah bah il connaît. C'est un pari énorme. Too soon. Tu veux en parler? Ça fait 3 ans. Oui, mais tu peux amortir sur la fanbase. Honteux. Et ils ont réussi à amortir ça plus que sur le résultat, mais c'était un pari. Et je pense que nous, quand on décide de quitter l'Europe pour s'installer aux États-Unis en 2e division sur Valorant, c'était un pari coûteux. Mais en fait, ce qui est, je trouve, c'est vraiment le cas, je pense, pour tous les clubs. La grande question était, est-ce qu'on sait où on va en tant que club? La plupart des moments où... Si, de rappeler à... Bien sûr, je recentre un peu le débat. Tout à l'heure, j'ai oublié. Mais la réalité, c'est que quand on fait ces grands paris, et on en a fait, même la LEC en est un, Reckless en est un, il y a plein de moments en est un. Très simplement, acheter Vatira. Dans l'ensemble du contexte dans lequel le club était, c'était un pari vraiment... Tu m'as mis rationnel dessus, tu le fais probablement pas parce qu'il y a l'ensemble des autres choses avec Reckless, etc., Scream, Nivera, enfin c'est tout cet écosystème-ci de ce qui s'est passé en 2022 à la Carmine. À ce moment-là, je pense que tu sais où tu as envie idéalement d'aller. La réalité, c'est est-ce que tu sais réellement où tu vas en faisant ce pari? Est-ce que tu as dans les 6 mois post-pari? Il faut être honnête, parfois non. Et je pense qu'aujourd'hui... Tu sais le risque que tu prends, tu sais pas si tu fais une connerie. Exactement, tu sais pas exactement où ça va aller. L'avantage aussi, c'est que comme on est dans un modèle sportif, et on a tous plusieurs équipes et plusieurs jeux, en fait, on est habitué à ces paris. Parce que si on est très honnête, quand on lance une équipe pour la première fois, qu'on rebuild de zéro, c'est ce que tu fais sur CS par exemple en ce moment, c'est ce qu'on a fait nous en LEC, etc. Sur League of Legends, tous les rebuilds qu'on a fait. Et quand tu benches Yankos pour aller chercher Yike... En fait, on est en permanence... face à une inconnue, mais même au plus petit niveau de savoir si ce qu'on fait est une bonne idée d'un point de vue équipe. Et donc je pense qu'on est vraiment habitué à ces paris fous parce que ça fait partie de la nature du modèle et du modèle de l'e-sport aujourd'hui. C'est là où, pour moi, le modèle de G2, c'est un portefeuille en fait, avec des régions, des jeux, des rosters, où en fait, si tu as un volume de choix à faire, la chance que tu auras tout faux est réduite, tu vois. Et donc c'est vrai que nous on a fait des choix. Sur aller chercher le roster de The Guard pour rentrer en VCT, pari énorme. Ça tourne plutôt du bon côté pour nous. Mais c'est en permanence ce genre de décision que tu prends au niveau sportif, mais aussi au niveau des rosters. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Nicolas, qui disait la réponse à la question posée par cette émission est simple, c'est non.
Finalement. Non, mais la réalité, c'est. Bon, vas-y, non, mais vas-y, trop fort. parce que j'allais dire, finalement, là, on vient de dire, c'est une succession de paris. Même encore aujourd'hui, on est dans cette logique de paris. Pourquoi je dirais non, en tout cas pas complètement, c'est juste l'état de l'industrie et de l'écosystème. Ça bouge trop vite, c'est encore trop jeune. Et tu te remets toujours 2 ans en arrière. Est-ce que tu peux prédire les évolutions? C'est facile après coup de dire les équipes de créateurs de contenu, on savait, ou on voit ça dans 1 heure, mon gars. L'envol du co-stream, l'e-sports World Cup. Enfin, la réalité, c'est que si les gens avaient vu ça venir, ils se seraient probablement comportés différemment à pas mal d'égards. Donc ça bouge tout le temps, ça bouge très vite, c'est encore jeune. Et c'est ce qui est aussi marrant, parce que finalement, quand tu es dans un sport qui existe et qui bouge pas depuis 100 ans, bien sûr, il y a la compétition qui te fait vibrer, mais en termes de gestion d'entreprise et d'entrepreneuriat et de passion, c'est quand même moins marrant. L'e-sport, c'est beaucoup de galères, beaucoup de prises de tête, beaucoup de questionnements, mais on s'ennuie pas. Et honnêtement, c'est assez plaisant d'être dans une industrie comme ça, même si parfois c'est très fatigant aussi. Donc, on peut pas complètement savoir où on va parce qu'on sait pas complètement où l'e-sport va, comment il bouge. Voilà, le but, encore une fois, moi je dis si on se projette loin, ça paraît assez clair que c'est un sport ou un entertainment, un sport ou non, on refait pas ce débat, qui est déjà très gros et qui sera énorme. En tout cas, c'est la croyance profonde. Par où ça passera pour y arriver, combien de temps ça prendra, quel chemin de traverse on ira prendre. Enfin voilà, ça je sais pas. Je trouve. Après, je pense que pour moi la clé c'est pas trop se disperser quoi. En gros, ok, c'est ce qu'on fait en ce moment. Alors, donc, non mais c'est dur, t'as raison. Je pense que nous on est passé de 15 à 10 en termes de roster. En réponse mais nous, c'est ce il y a avant l'arrivée de l'e-sports World Cup. Je pense que c'est ce qu'on faisait exactement. Donc, on a fait le choix de dire 3 paris par an. Donc là, pour nous, il y a Kings League, qui est un truc sur lequel on a bossé depuis 1 an. On est excité, c'est intéressant. Du coup, il y a plein d'autres pratiques avec qui on parle pour continuer à jouer avec cette ligne entre le sport et l'e-sport. Okay. On a pour nous les 10 ans, qui est un sujet assez particulier. Et puis, on a un truc qu'on va faire, une diversification qu'on va annoncer en fin d'année. Et en fait, nous, ce qu'on découvre, c'est que si on va au-delà de 3 gros paris... Attends, c'était un sort de Harry Potter? Une quoi, il a dit? Bon, pour nous, les 10 ans, qui est un sujet assez particulier. Et puis, on a un truc qu'on va faire, une diversification qu'on va annoncer... Une versification? Diversification? En fin d'année. Et en fait, nous, ce qu'on découvre, c'est que si on va au-delà de 3 gros paris pour une petite équipe... Alors, on est une grosse équipe d'e-sport, mais on est une petite entreprise... parce qu'en fait, ils leur demandent la vision et comment ils arrivent à la vision. Du coup, forcément, eux tous, ils expliquent leur vision et comment ils y arrivent. Parce qu'en fait, du coup, c'est la question. Donc, ils disent ce qu'ils font pour que les gens comprennent. Et c'est le but. Du coup, c'est pour ça qu'ils disent tout ce qu'ils font, parce qu'en fait, c'est la question. Il y a un risque de se disperser. Et je pense que pour nous, le gros learning des 4 dernières années, c'est 2 paris, 3 paris par an max. Si on va au-delà de ça, on prend le risque de plus bien faire ce qu'on fait en compétition, de plus bien faire ce qu'on fait en storytelling. On perd un peu le nord. Et c'est là où on essaie de trouver l'équilibre entre garder l'innovation, garder la prise de risque, sans perdre le nord sur ce qui fait notre quotidien, quoi. Nous, ce serait plutôt de dire que jusqu'à présent, on n'a pas forcément été excellent dans la capacité à payer très cher des joueurs qui ont déjà percé ailleurs, les accueillir dans un niveau de confort auquel ils ont été habitués. Par contre, on est exceptionnellement bon dans le fait de générer des nouveaux talents, de les détecter, de les bichonner, de les rassurer, de les former, de les médiatiser, de les starifier, jusqu'à ce qu'ils explosent au plus haut niveau. Évidemment, il y a l'exemple de Caliste, il y a un peu l'exemple de Vatira, même si au moment où on le récupère, il a déjà percé, mais pas à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui. On le fait aussi sur Valorant, etc. C'est pour ça qu'on investit au plus proche de la graine, presque au moment où elle se plante, en se disant bah voilà, comme ça on va pouvoir attirer les talents plutôt que de se battre dans la grande bagarre de qui peut faire les grands chèques pour les acquérir derrière, et aussi de tenter le pari fou de la localisation du côté vraiment francophone, mais qu'on est capable de créer un club qui sera aussi anglais que Liverpool l'est, mais version française bien sûr, tout en gagnant au plus haut niveau dans l'e-sport. Et ça, c'est vraiment, je dirais, les 2 pieds sur lesquels on balance notre stratégie, et on pense que c'est le modèle de l'e-sport de demain, qui est probablement le modèle d'hier aussi, mais en tout cas qui est celui dans lequel on est le plus à l'aise là-dessus. Alors que mais on a cette problématique des paris. Demi-finale World, demi-finale World. Qui n'est pas un pari sur 1 an, qui est un pari sur 5, qui est la capacité à financer. Récemment... Depuis quelques minutes, on évoque beaucoup. Ça va, il y a Excumant, il y a des jeunes qui passent. La diversification. Je te redonne la parole directement parce que Alban a tendu une perche que tu n'as pas saisie. Bibi, il fallait le prendre aussi. On va parler dans un deuxième temps. Bibi, au moment où ils l'ont pris, c'était Baby Schalke top 10. Une question pour la Carmine en ce moment avec, je ne sais pas comment l'appeler, Cassé Basket.
Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Bon, déjà, je ne peux pas toujours prendre les mains tendues d'Alban, parce que parfois c'est plus intéressant pour moi de dire non. Non, mais quelle idée derrière, globalement, parce que là, on est vraiment sur une diversification qui sort de, tu vois, qui sort de l'e-sport. C'est une petite blague. Non, mais je sais, mais je ressens que la... Mais sur la diversification, en fait, l'idée, c'est... on est aussi un club qui génère beaucoup d'opportunités. Et en fait, la plupart des opportunités, on y dit non tout de suite parce qu'en fait elles sont déstructurantes, défocalisantes et puis même on se sent pas à l'aise de la réussir, de la mettre en œuvre, et parfois il y a des opportunités qui sont extrêmement intéressantes et qui sont une forme de succession et de suite logique. À partir du moment où on s'implémente dans une localité, qu'on a la résidence dans un stade, naturellement ça ouvre à des discussions avec il y a 22 villes, je crois, dans l'agglomération Grand Paris Sud. Chacun a des clubs sur un certain nombre de sports. Donc naturellement, les discussions se lancent là-dessus. Et c'est un bassin en plus qui est extraordinaire, puisqu'il y a des très bons clubs de foot féminin, il y a du basket, enfin il y a plein de choses qui sont possibles. C'est un territoire qui est hyper jeune et donc naturellement, il y a un peu ce doux rêve de toujours qui est est-ce qu'on peut être ce grand club qui mêle e-sport et sport ? Bon, maintenant, je ne suis pas capable de te répondre aujourd'hui sur notre capacité à le faire, mais évidemment, dans nos grands paris, peut-être des 4, 5, 10 prochaines années, il y a ce truc de... On pense qu'il y aura des clubs e-sport qui seront aussi des clubs de sport. Voilà. Est-ce que nous, on sera capable de le faire? Est-ce que ça va plutôt venir de Chine, plutôt des US? Voilà. Ce qui s'est passé beaucoup, c'est des clubs de sport qui essayent d'être de l'e-sport. Et l'inverse. Sauf erreur de ma part, ça n'a pas trop bien fonctionné et ça n'a pas été des grands succès. Est-ce que l'autre sens est possible? Nous, on croit que oui. Mais c'est vrai qu'on a une stratégie de diversification qui est assez grande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre stratégie de diversification, elle part toujours de la marque Karmine. Et ensuite, derrière, même si un jour on a un club de basket, ce sera une diversification un peu à l'instar de Red Bull avec ses clubs de foot, qui vont faire Red Bull Leipzig, Red Bull quelque chose, et c'est comme ça qu'on imagine plutôt la diversification de la marque Karmine Corp. C'est pas très loin de ce que vous faites, G2, sur la Kings League, par exemple. Oui, finalement. Ouais, pour nous, c'était important que ça s'appelle mais c'est plus proche. G2. Ouais. Bon, après, je pense que ce qui est important, toi, tu dis la marque, moi, je pense qu'aussi, on essaie que la marque soit au cœur, mais on a 2 points forts, hein, c'est esprit compétitif. On n'est pas là pour participer. Coubertin, c'est G2, ça marche pas très bien. D'ailleurs, tu vois, après 7 victoires en LEC, une défaite en finale, c'est un drame. Donc ça montre bien à quel point l'esprit compétitif est au cœur de notre ADN. Et après, c'est le storytelling. Donc on essaie de réfléchir à des modèles de diversification qui vont s'ancrer dans ces 2 points forts. On est aussi pas mal sur le B2B. On est moins B2C. Nos fans nous donnent suffisamment avec leur attention, leur passion, leur support. C'est pas de les monétiser. Est-ce qu'on est un fan si on n'achète pas au moins un maillot sur les 4 dernières années de son club? Oui, ça vous répondre par les chiffres peut-être. Ils achètent même aussi les maillots d'il y a 5 ans, donc tu vois, c'est possible. Mais non, mais je pense que ce qui est important, c'est de trouver ce qui est en fit avec ton ADN de business et d'organisation. Donc pour nous, c'est sûr que quand on regarde plein de choses qui ont été faites par 100 Chief et Sentinels et les autres, il y a des choses où on se dit c'est intéressant, est-ce qu'on peut tester ce modèle-là, est-ce qu'on peut le répliquer? Et puis il y a des choses où on se dit non, c'est pas nous quoi, c'est pas nous. Est-ce que chez Vitality, chez BMS, on regarde à côté de l'e-sport un peu récemment avec Vitality, côté BMS, est-ce qu'il y a des choses aussi où on se dit attends, on peut devenir Vitality, il n'y a pas les échecs je crois d'un club de jeux de combat, puisque c'est ce que vous êtes globalement. Totalement. Nous, après, là, on était vraiment dans le cadre de l'e-sport, mais nous, en dehors de l'e-sport, on vise beaucoup de choses. Par exemple, on s'était lancé dans la construction de manettes. Bon, on a eu quelques soucis pour essayer de ramener de l'argent, on a lâché ça, mais de plus en plus, on pense à créer des produits en dehors de l'e-sport. Tu vois, profiter de la visibilité qu'on a avec BMS sur les réseaux sociaux. Et derrière, capitaliser, je te dis n'importe quoi, demain on pourrait, je sais pas, faire une boisson, mais je sais pas, un restaurant ou un truc ou une boisson. C'est vraiment l'un des axes sur lesquels on va beaucoup plus travailler sur les mois à venir. Tu me souris là-bas. Non, c'est parce que je vois des commentaires sur effectivement la particularité parfois des tweets qui pop en lien avec des fans BMS sur ma timeline. Ce qui fait que l'ADN BMS est quand même vivace sur les réseaux et on sent des orientations très claires. On veut casser l'image, tu vois, du mec. Voilà, on est des gens sociables et tout. Voilà. Il met bien. Tout a été plus ou moins dit, mais oui, je pense que amener la marque qu'on crée ailleurs que dans l'e-sport, notamment le sport, je pense que c'est un super chemin. Après, il faut trouver l'opportunité. C'est une question de focus, d'argent aussi. Mais moi, je doute pas que ça marchera. Hein. Enfin, c'est-à-dire l'expertise. Quand tu vois
et notamment à des niveaux, parce que le sport et les plus gros sports, évidemment, c'est des économies sans commune mesure, en tout cas si on regarde le foot, mais ça c'est pour avec l'e-sport, mais ça c'est pour le sommet de la pyramide. Après ça devient vite très accessible entre guillemets pour des entreprises de la voilure comme la nôtre. Donc il y a vraiment une possibilité d'aller s'exprimer là-dessus, et je pense que c'est un super projet. Il y en aura sûrement d'autres, et je pense qu'on a toutes les compétences collectivement dans l'écosystème e-sport. Après, pas de chaque sport de ses spécificités, mais de savoir comment créer un club dans une nouvelle verticale sportive et compétitive, on le fait tout le temps. Donc je suis sûr que ça marchera, et ce type de projet, on regarde de près aussi. Enfin, c'est très intéressant. Si je peux me permettre de faire un follow-up on that. Sur le foot, il y a deux modèles. Tu as les clubs qui sont dans une ville avec un stade, qui sont focus et qu'on regarde partout dans le monde, le Barça par exemple. Bon, le Barça, si tu es à Los Angeles ou au Vietnam, ta relation avec le club, elle est quand même très digitale, quoi. Ouais. Puis il y a un autre modèle, c'est le modèle plutôt de Citigroup ou d'autres, Arez. Ils ont 10 clubs dans le groupe. Et puis quand tu es Manchester City, c'est cool. Quand tu es 3 en Champagne ou Melbourne ou New York, tu sais que tes meilleurs joueurs vont partir et que tu vas récupérer les mauvais, quoi, concrètement. Donc je pense que ces deux modèles-là, aujourd'hui, ils ont des points faibles de deux côtés. Nous, organisation e-sport, on a un avantage concurrentiel. Naturellement, on peut être partout dans le monde. On peut avoir Valorant à LA, League of Legends à Berlin et Dota 2 à Shanghai. Tout s'appellera G2, et partout où on sera, ça sera la meilleure équipe du monde de G2 dans ce jeu. Et donc je pense qu'on a un modèle qui, par rapport au modèle traditionnel du foot et du sport en général, est plutôt en avance. Et si en plus on considère les pratiques comme le sport traditionnel comme une discipline comme une autre, nous on avait 15 jours pour monter une équipe de foot, on n'avait pas les joueurs de Cologne parce qu'on est arrivé tard, on a monté une équipe à Berlin, on a fait des allers-retours en bus. Et c'est en fait c'est notre métier de réfléchir comment maximiser un potentiel de joueurs pour performer sur le terrain. Et donc du coup je pense qu'on a l'agilité ce qu'il dit, le de chien. La manière de penser internationale qui peut nous permettre de gagner, y compris contre les clubs traditionnels. Et tu ne crois pas au modèle d'avoir des clubs affiliés finalement qui deviennent des clubs formateurs? C'est la question de la formation, c'est quelque chose qui est très important dans l'e-sport. Oui, on a une académie sur CS, je pense que Vitality y pense aussi. Plus qu'il y pense. Ah, mais dès qu'on parle, il y a le chat Twitch qui pose la question 10 000 fois par jour, donc Académie CS c'est un peu une arlésienne, donc je te laisse commenter. On nous a dit que c'était dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux depuis quelques années, donc ça sort pas du tuyau. On arrive au bout du tunnel, si tu veux. Je sais pas, à suivre. C'était pour illustrer le point que vous l'avez avoir une exclue, on ne s'interdit rien. J'ai expliqué déjà auparavant que pour nous la dimension locale, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. C'est vrai qu'on s'en va pas, Robin Williams. Ajouter des rosters en Europe, pour nous, ça a peu d'intérêt aujourd'hui. Donc si on ajoute des rosters, on a plus tendance à le faire dans des régions où on veut s'exporter et grandir. Et donc c'est pour ça que les ERL, si on prend l'exemple de League of Legends, qui je pense c'est quand même la question derrière la question, pour nous, il faut vraiment que tout s'aligne pour que ça devienne intéressant. S'il n'y a pas de Saoudiens qui viennent racheter BMS, devenir un club formateur, parce que vous l'êtes déjà un petit peu finalement. Déjà, mais moi, on ne rachète pas le boss déjà. Ouais. On ne rachète pas le boss, mais... Le boss n'a pas de prix. Non mais moi, personnellement, j'y crois beaucoup plus à tout ce qui est local. Par exemple, nous, l'essentiel de nos premiers fans venait du 93 et du 94. Parce que moi, via mes streams, il y a beaucoup de gens qui se sentaient représentés par ce que je faisais. Notre premier joueur, Raflo, venait du 93. Ouais. Et derrière, on a développé un lien de confiance avec nos supporters en prenant un joueur de Strasbourg qui a ramené des gens de... Donc nous, vraiment, les prochains steps, ça serait essayer de... On s'est déjà rapproché de pas mal de mairies pour essayer on a copié un peu votre business model. On s'est rapproché de pas mal de mairies pour essayer plus tard faire un club e-sport dans une ville. Ouais. C'est un peu à l'image de, je sais pas, du club de foot local, pouvoir faire jouer des joueurs. Quelque chose qui existe très peu finalement aujourd'hui. Ça n'existe pas et on aimerait bien importer ça dans pas mal de villes. Et... L'ultra-localité, c'est-à-dire vraiment, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on est club résident d'un stade, mais le club n'est pas installé la Carmine à Ivry-Courcouronnes. Exactement. Mais l'ultra-localité d'un club, ça peut vraiment fonctionner à mon sens. Évidemment, il faut le modèle idéal où tu as un club avec un créateur de contenu qui en plus a une histoire locale. Mais ça, c'est quelque chose qui en tout cas en France existe un petit peu. Il y a des Lily Sports. C'est un bot qui est ban. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi un business model très efficace pour les clubs qui se focalisent et qui sont extrêmement précis sur une niche comme c'est le cas sur le versus fighting. Ouais. Je pense que ça serait pas, par exemple, judicieux pour un 30 minutes avant de se mettre à Vitry-sur-Seine, par exemple. Tu vois.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes dans un sauveur inattendu. Voilà, tu vois, j'ai pas rebondi là-dessus. Mais... Je vois pas du tout ce que tu veux dire. D'ailleurs, j'ai proposé à Tréton de déménager à Vitry-sur-Seine. Donc peut-être qu'il va le faire, on sait pas. Ça ressemble à quoi Vitry-sur-Seine? Je sais même pas. Vitry-sur-Seine. Ah, ça a l'air sympa en vrai. Bah, déjà, il y a la Seine. C'est mieux que chez moi. Il y a l'air d'avoir un. Ouais, non. Oh, les photos, ils m'ont pas chauffé en fait. Il y a un petit parc. Ouais. Je sais pas, connais pas. C'est la branche. J'entends ça dans ton podcast. Tout la Courneuve e-sport club. Ouais, ça sonne pas mal. C'est tranquille. Bah, moi, je suis 92. Non, mais parce que finalement, aujourd'hui, il pourrait y avoir un modèle de formation chez BMS qui existe assez peu finalement aujourd'hui. C'est la photo, je sais pas. Dans le sport, de formation de joueurs qu'on vendrait finalement à d'autres clubs. Ça existe, si je peux me permettre d'interrompre. Notamment sur CS, tu as des clubs, des qui vont régulièrement. Et beaucoup avec les académies. Ils vont régulièrement sortir des joueurs qui sont vraiment forts pour ça, les vendre parce que c'est l'un des jeux où il y a vraiment un marché d'achat et vente de joueurs et repartir au combat, aller dénicher des gars. Ouais. Et peut-être certains de ces clubs. Mouse faisait ça avant, maintenant là ils ont plus d'ambition, ils sont passés peut-être dans une autre dimension, mais je pense que certains de ces clubs vivent bien avec cette idée de jouer ce rôle-là, d'avoir un modèle économique vertueux, donc ça existe mais peut-être pas sur beaucoup de jeux. Et puis ça reste encore beaucoup des académies quand même encore sur CS, il y a d'autres clubs. Je parlais plutôt des main teams. T'as raison pour Mouse, et il y a d'autres exemples, mais aujourd'hui on voit beaucoup de joueurs sortir de l'académie de Spirit, de l'académie même de Navi et partir ailleurs aussi. On n'a pas tant, et c'est toujours en Europe de l'Est qui est... Un vivier de talent vraiment phénoménal pour CS, donc je pondérerais juste cette idée là, mais bon. Je pense qu'il y a des clubs. C'était mon idée et tout, c'est mon contenu. C'est le positionnement, de scouter et de monter des équipes avec comme business model le player trading. Ouais. Et ça marche pas trop pour vous en ce moment. Enfin, je veux dire, sur le versus fighting, c'est compliqué, quoi. Parce que ça se fait pas beaucoup le trading entre joueurs. Voilà, c'est ça. Ça existe vraiment sur les jeux où les joueurs se vendent cher. Comme sur League of Legends. Mais c'est quelque chose que vous avez conscientisé, même sur CS, par exemple. On sera tout pile pour. Non, vraiment, si on prend des jeunes joueurs, c'est vraiment essayer de les pousser pour créer une histoire, ramener des supporters et gagner des titres, en fait. On n'a pas cette mentalité. De devenir la JOCR, quoi. Pour le coup, nous, on a cette stratégie sur LoL. Ouais, mais en interne. Clairement, en interne, mais aussi en externe. La balance des transferts est excédentaire chaque année. Cette année, il y a eu des achats-reventes. Cette année, vous avez joué à FUT dans cette case de club formateur si tu as l'ambition de gagner. Dans l'idée de la définition de Paul, pas dans cette définition, si, mais dans le fait de FC Nantes d'inclure le trading de notre business model sur un jeu. Aujourd'hui, sur LoL, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est dans la stratégie. Ça se rapproche de Nantes, justement, parce que Nantes a une époque formée pour être les meilleurs joueurs, pour avoir la meilleure équipe. Tu parles d'une époque très lointaine, mais d'accord. Oui, mais finalement. Bon, il y a une dernière chose que je voulais évoquer peut-être on sait pas. Cette émission, on a parlé de la diversification hors de l'e-sport. Juste le point, rapidement, parce qu'il est très vaste, mais on arrive à la fin, la diversification dans l'e-sport. Tu parlais tout à l'heure, Alban, de réduire un peu le nombre d'équipes. Le WC vient un peu, l'e-sport World Cup vient un peu casser ce truc-là, mais est-ce que du côté de la Carmine, du côté de Vitality, on a tendance à se recentrer, se reconcentrer sur certains jeux où justement l'e-sport World Cup vient casser ce truc-là. Enfin, Nico, tu veux en parler? Est-ce que tu te concentres sur certains jeux? Non, mais pour le coup, la question, elle est assez précise parce que typiquement, c'était notre discours et notre posture il y a 2 ans, on va dire. Ce que tu as dit tout à l'heure, plus focus, on est meilleur, on met plus d'attention sur quelques jeux clés qui sont ceux qui portent le club. C'est pour ça que je parlais. Après, l'e-sport World Cup a chamboulé ça, pas du tout que sur l'idée de on va aller la gagner, parce que d'ailleurs c'est difficile, même si ça serait et ça deviendra vraiment, ça sera considéré comme un trophée majeur, mais dans l'idée qu'en fait ça devenait une opportunité. Ce mot a été évoqué pas mal de fois. Grâce à l'e-sport World Cup, en fait au modèle économique nouveau que ça génère, on peut faire des choses qui étaient un peu dans notre bucket list à faire un jour qu'on pouvait pas faire, et donc ou qu'on aurait fait dans 5 ans. Donc nous on a été l'e-sport World Cup, on a clairement changé de fusil d'épaule à l'occasion de ce qui se déroule autour de l'e-sport World Cup, en se disant tout ce qu'on veut faire mais qu'on sait pas faire, qu'on sait pas financer. Ces risques qui étaient trop élevés pour nous, on va utiliser l'e-sport World Cup comme un cheval de Troie, une opportunité pour le faire. Donc d'aller sur des nouvelles régions, d'aller sur des nouvelles typologies de jeux, de développer des nouvelles choses. Donc nous, clairement, ce que je disais il y a 2 ans a complètement changé, mais ça c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur la vérité d'un jour dans l'e-sport qui change vite. Aujourd'hui, on pousse un maximum de projets. On va regarder, il y en a qui marcheront, il y en a qui marcheront pas. On fera le bilan, on réévaluera. Donc, faut faire un point un peu plus tard. Mais là, ça nous permet d'essayer beaucoup de choses.
Joël, tu voulais dire Je ne veux pas de griller auprès de l'Arabie Saoudite, mais vous n'avez pas peur que d'ici 2-3 ans, qu'ils stoppent l'eSport World Cup parce qu'ils mettent énormément d'argent et je n'ai pas l'impression qu'il y a un vrai retour sur investissement. Il n'y a pas de retour sur investissement. On en parle, on faisait la table ronde cet après-midi. C'est impossible, vu les montants mis qu'il y a un retour sur investissement. Les enjeux, ils sont ailleurs. Ils sont géopolitiques, c'est des enjeux d'image, des enjeux de rayonnement du pays, etc. Ça, comme le Qatar avec le PSG, mine de rien. On ne refait pas l'histoire, mais tu as raison. Si un jour, finalement, il y a un changement dans la stratégie, ils disent en fait, ça ne marche pas assez, on va mettre l'argent ailleurs, ils peuvent couper ce robinet-là. Et là, potentiellement, ça pose une question. C'est pour ça aussi que ce qu'on essaye de faire, nous, autour du Sport World Cup, c'est d'aller chercher des équipes, des histoires qui ont du sens et qui sont aussi des business vertueux en tant que tels. Donc, ça posera des questions si ça s'arrête. Je ne crois pas que ça va s'arrêter de sitôt parce qu'on a l'impression qu'ils se projettent assez loin. Mais tu as raison, ça crée une part de risque et d'incertitude. Ouais. L'ambition d'être fort partout, je me tourne vers Alban et Arthur, l'ambition d'être fort partout, est-ce qu'elle n'est pas un peu risquée finalement ? Nous, au niveau compétitif, on a eu 2 années un peu ouf. Ouais. Je pense que la moyenne de G2, c'était 5 à 10 trophées par an. Puis les 2 dernières années, on a fait 17 trophées et 23 trophées. Donc, du coup, on a eu une période un peu sympa, mais on n'a pas eu les gros trophées. On n'a pas eu de Major, on n'a pas eu de championnat du monde, on n'a pas eu les Worlds, évidemment, ça, tout le monde est au courant. Donc en fait, en milieu d'année dernière, on s'est dit, putain, on n'a pas eu les cartes. Si on avait le choix, est-ce qu'on ne serait pas content d'avoir que 10, mais les gros. Et donc on a fait un peu un choix comme ça. Pour l'instant, on est bon on en a moins. On n'est pas encore bon sur les gros. On attend de voir si ça va payer. Et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc on verra si les paris ont payé. Mais c'est sûr, quand on a fait le choix d'ajouter Jogomo à notre roster Valorant, je pense que c'était un choix plutôt d'accélération. Sur League et sur CS, on n'est pas en écho. On est plutôt sur des rosters ambitieux. Donc du coup, on essaie de se concentrer. Il n'y a pas une équipe au monde qui est top 10 sur les 3 jeux majeurs. Nous, on a la chance de l'être. Attends, Valorant, CS, LoL, c'est les seuls ? Entre top 10 et top 1, il y a l'Everest, et c'est ce qu'on essaie tous d'avoir. Et je pense que c'est pas quelque chose que tu décides de gagner. C'est ce que tu tentes, ce que tu mets en place. Plus sur CS. Ouais, mais ils l'ont été dans les dernières années, ça. Si, évidemment, je pense que plus tu t'éparpilles, moins la capacité à être pivotal sur l'intégralité des choix et l'intégralité des moments d'action que tu peux avoir sur un roster est fort. C'est cohérent. Je trouve que la proximité, l'engagement auprès d'une équipe, était top 10 club pendant 2 ans. Dans nous, la Carmine Corp, et on se ressent vraiment la différence de la proximité qu'il peut y avoir entre l'intégralité d'un collectif et le roster. Cette année, ça se discute. C'est les gens qui travaillent à la Carmine, mais ça va de Kamel jusqu'à probablement pas cette année. De la relation des gens qui s'occupent du merchandising avec l'équipe. On sent vraiment en fait que ça a un impact. On sent vraiment un impact fort là-dessus. C'est en grande partie une des raisons pour lesquelles on n'est pas sur CS. C'est la dispersion et notre incapacité financière à tanker la dispersion. C'est aussi un des choix 2025 d'accepter moins de croissance, mais au service d'une amélioration. Nous, on n'est pas encore exactement au stade où le but est d'être meilleur mondial sur tous les jeux, mais on veut être déjà meilleur d'Europe sur LoL, puis participer à toutes les compétitions internationales. Pour l'instant, on est bien engagé sur ça, pour ensuite devenir la meilleure équipe du monde. Est-ce qu'on sera capable d'être la meilleure équipe du monde sur LoL tout en étant ambitieux sur Valorant, tout en étant ambitieux sur Rocket League, tout en ayant d'autres jeux à côté? C'est une vraie question qui se pose. Maintenant, est-ce qu'on peut être capable d'être le meilleur roster du monde sur Valo, LoL et Rocket League en parallèle? Je pense que c'est relativement faisable. Maintenant, est-ce que c'est ces 3-là? Est-ce qu'on peut être champion du monde de LoL si on a plus qu'un jeu? C'est une question. Est-ce que de toute façon, on peut être champion du monde de LoL depuis l'Europe? C'est une autre question. Et en fait, de bonnes questions, Arthur. De bonnes questions. C'est complexe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a appris douloureusement que la dispersion entraîne une inflation du nombre de titres et de trophées. Pareil, les dernières années, si on prend même pas les trophées, mais les titres, c'est titanesque. Fortnite, on a gagné des trucs, en veux-tu, en voilà, des cash cups, je sais pas quoi, des trucs dans tous les sens. C'est super, évidemment, c'est important. Mais est-ce qu'on est capable de raconter la bonne histoire et d'être au top niveau de l'ensemble de l'entreprise au service de ce jeu? Ça, on n'était pas capable. Et donc, on fait des choix de se resserrer aussi pour être les meilleurs partout sur tous les domaines autour d'un jeu. Nico, je voulais dire quelque chose pour finir ou... Ok. Dernière question, Joël. Est-ce qu'on verra BMS en dehors sur un autre jeu que les jeux de combat bientôt ou c'est pas encore pour tout de suite? Peut-être un jour sur LoL pour taper Vita et casser. Ok, très bien. Ça me semble être une bonne conclusion et un bon objectif.
Avant de conclure, vous avez été nombreux à regarder la première vidéo. Je m'étais fait chambrer la dernière fois parce qu'on avait fait une vidéo sur Caliste et parce que c'était le CIC, je m'étais fait chambrer. Donc on a tapé complètement à côté. Tu te rappelles la vidéo? Et vous avez été nombreux à la regarder. On en a une autre qui arrive toujours avec le CIC comme partenaire dans le cadre de la série CIC eSports Makers Stories. Je l'ai bien dit. Le deuxième épisode est centré sur quelqu'un qui ça n'a pas dû vous échapper, été intronisé récemment au Hall of Legends de League of Legends, Uzi. On a une petite bande-annonce à vous montrer et on viendra conclure cette émission juste après. Si vous avez un minimum suivi l'e-sport ces dernières années, vous savez forcément qui est le meilleur joueur de League of Legends de l'histoire. Il s'appelle Faker et il sera difficile à détrôner. Mais qui est la deuxième plus grande star de League of Legends derrière lui? C'est plus dur de répondre à cette question. Il y a beaucoup de candidats, il y a débat, et ce débat a gagné en intensité ces dernières semaines à l'approche de l'intronisation d'un deuxième joueur au Hall of Legends, soit l'équivalent du Hall of Fame de League of Legends. Mais il y a un pays où le débat n'existe pas, c'est la Chine. Si vous demandiez à tous les fans de League of Legends en Chine, et ils sont très nombreux, qui mériterait de succéder à Faker, vous auriez sans doute une réponse quasi unanime. D'ailleurs, c'est celui que Riot Games a choisi, la plus grande star de l'e-sport du pays comptant le plus de joueurs au monde, Uzi. Quel crack. Beau. Non mais lâchez le steak. Lâchez le steak s'il vous plaît, lâchez le steak. Ne brossez pas son nom à côté de celui d'Uzi s'il vous plaît. Lâchez le steak. C'est pas respectueux. C'était vraiment caractéristique d'Uzi de jouer de l'avant, d'essayer de mettre beaucoup de pression en early game. Uzi va tout gagner pendant 6 mois. Le MSI d'abord à Paris, sans doute le plus beau tournoi de sa carrière parce qu'il est au sommet de son art. Quelle bête. C'était une compétition qui appartenait à Uzi à cette époque. Mais au-delà de sa fame, de sa renommée, dans un pays où LoL est un phénomène culturel global, quasiment un sport national, Uzi est surtout un joueur exceptionnel qui a laissé une trace indélébile sur la façon de jouer des ADC. Et on a eu la chance de pouvoir en parler avec lui. Stylé de fou. Bon, le plan à la fin, mais stylé de fou. Qui t'es pu parler avec Uzi? Voilà, vous retrouverez cette vidéo bientôt. Oui, on a eu Uzi en interview. On a décidé de garder le secret total autour de cette interview avec Uzi, mais vous retrouverez tout ça dans cette vidéo dans quelques jours sur la chaîne YouTube de l'équipe. J'espère que vous serez nombreux, surtout parce que Uzi est quelqu'un de l'ancienne génération. Ça va encore réact, Paul. Alors autour de cette table, je pense que vous l'avez tous connu, mais beaucoup de fans, notamment en France récente, n'ont peut-être pas connu, et l'impact qu'il a eu. On en parle dans la vidéo, notamment sur un Caliste, et le style de jeu d'un Caliste est immense. Voilà. Merci à vous, messieurs, d'avoir été là pour cette émission. Ça a été intense. Merci à vous d'être venus. Donc, j'espère que ça vous a plu. Franchement, ils étaient civilisés. Hein. Voilà, par le programme que j'avais oublié avant qu'on fasse cette émission. Une ambiance très sereine. Dans une ambiance très sereine par rapport à la dernière fois, c'est vrai. C'est l'occasion de passer un petit bonjour à ceux qui manquent. Voilà. Ouais. Très beau t-shirt de Joël. Je trouve qu'il a gagné le concours du meilleur t-shirt aujourd'hui. Joël, première expérience du coup sur le plateau. Personne n'a coupé la parole, on a bien discuté. J'espère que le chat ça vous a plu et on se revoit bientôt. Voilà. Et achetez des maillots BMS. Il perd pas le nord. Bon, on va finir là-dessus. Merci à tout le monde au chat, évidemment, d'avoir été là pour cette deuxième émission. Il y en aura 2 autres un peu plus tard dans l'année. On communiquera bien sûr au moment où elles arriveront. On remercie le CIC, partenaire de l'émission l'eSpot, où on est pour cette émission. Tous les gens derrière ce projet à l'équipe, Corentin Parbo qui travaille avec moi, Watson Agency également sur la vidéo YouTube. Le replay de cette émission sera disponible demain, a priori. Allez mettre votre like, il mérite. Bon boulot. J'avoue, je m'abonne. Carrément, je m'abonne. C'est bon, je suis abonné.